Passer de un client à une quinzaine de grands comptes en moins de 2 ans, exclusivement grâce à l'outbound, c'est possible. Aujourd'hui, on déploie le GTM Playbook de Kevlar qui est passé de startup à scale-up. Mais avant ça, il faut que je te parle d'une nouveauté qui à coup sûr va t'intéresser. Sur les épisodes précédents, je proposais chaque support Playbook via un post LinkedIn. Ça marchait plutôt bien, mais aujourd'hui vous êtes plusieurs milliers à visionner chaque épisode et beaucoup ne me suivent pas sur LinkedIn. Peut-être même que toi, tu es passé à côté de ces supports qui regorgent d'idées actionnables. C'est un bon moyen pour toi pour copier-coller ces stratégies, voire d'enrichir l'apprentissage de ton Claude. Donc si t'as pas le temps de mater tout l'épisode en entier, ou que tu préfères lire le playbook pour être sûr de prendre le temps de mater l'épisode en entier, ajoute-moi sur LinkedIn et demande-moi le playbook. Et bien sûr, tu peux me demander tous les playbooks de tous les épisodes précédents. Donc n'hésite pas, viens et DM-moi. Bon, maintenant, il faut que je te parle de mon invité qui, lui aussi, une fois de plus, est exceptionnel. Thomas, il est GTM Engineer chez Kevlar AI. Ce qui le caractérise, c'est que c'est un des rares en France à incarner ce rôle par sa simplicité. Ses bases, il les a fondées grâce à l'Ops, en passant chez Collective.work et Welcome to Jungle. La boîte pour laquelle il bosse, c'est Kevlar. C'est de l'IA dans la cyber. Elle a levé 44 millions et passé en moins de 2 ans d'une douzaine de salariés à 80 aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est fière d'afficher des logos comme Atos, Orange, Deloitte ou encore Sodexo. Mais comme chaque épisode, le plus important, c'est ce que toi, tu vas en retirer. Et Thomas nous dévoile sa feuille de route, phase par phase, il y en a 4, qui lui ont permis de passer de start-up à scale-up. Comme toujours, on part avec le même sujet, le TAM. Et lui, il te présente comment il l'a constitué avec 2 ICP et un scoring vraiment très simple. Ensuite, il y ajoute du signal qui range proprement dans le CRM. Le but, c'est de transformer le CRM en pipe avec des alertes, sans noyer ses sales dans du bruit. Puis vient la phase du scale. Ils ont industrialisé ce qu'ils ont fait en Europe, vers les US et d'autres régions du monde. La dernière phase bascule vers l'IBM et ça te rappellera également des épisodes précédents. Ce que j'en retiens personnellement, c'est que cet épisode, ce qui le caractérise le plus, c'est sa simplicité. La feuille de route, elle est simple. Les process sont simples. Tu vas peut-être entendre des choses que tu as déjà entendues par le passé, mais pour lui, ça a marché. Step by step, en moins de 2 ans. Thomas, lui, se considère comme un fournisseur de contexte et je trouve que ça résume vachement bien tout l'épisode. Tu es sur GTM Mon Amour, le podcast de la chaîne Pipecorn, et régale-toi bien avec cet épisode. Salut Thomas. Salut Iker, tu vas bien? Super, ravi de voir que toi encore t'as mis un maillot. Et du coup, c'est la première question que je te pose. C'est quoi ce maillot? Raconte-moi. Ça semble être la mode ici. Bah, ce maillot a une histoire un petit peu particulière. C'est un maillot vintage fait par le gérant du bar dans lequel j'ai un peu mes quartiers avec ma bande de potes. Donc voilà, ça s'appelle le Trinquant, 130 rue Oberkampf, dans le 11e Magnifique. à Paris. Euh, Petit big up à eux et si vous voulez aller boire un coup, n'hésitez pas. Trop bien, tu leur fais de la pub, c'est cool. Peut-être ça se transformera en bar de réunion de gross guy, je sais pas. Ou peut-être même qu'on ira y faire un apéro pour tous les participants de GTM Mon Amour. En tout cas, trop cool. Merci Avec grand plaisir. de suivre le style qui n'est pas imposé, je le rappelle. Je savais même pas que tu allais en mettre un comme tous les autres. Donc trop cool. Probablement que, comme à chaque fois dans l'intro, je t'aurais présenté. Mais peut-être que malgré tout, tu peux refaire rapidement te présenter. Alors pas tout ton parcours, mais peut-être dans la boîte dans laquelle tu bosses et ton rôle. Et ensuite, on va enchaîner peut-être avec la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Yes. Donc moi c'est Thomas, j'ai 28 ans, je viens de Toulouse, j'aime bien le préciser. Pareil, je représente le territoire. Là en ce moment donc je travaille depuis janvier 2025 chez Kevlar AI en tant que GTM Engineer. Donc j'ai été la deuxième recrue de l'équipe GTM et le but c'était d'arriver juste un petit peu avant que tous les BDR et les account exécutives arrivent, de sorte à mettre en place les outils, les process, les automatisations et tout un petit peu voilà, la machine sur laquelle ils pourront se reposer durant l'exécution de leur mission, j'ai envie de dire. Ok, somme toute assez classique, j'ai envie de te dire, mais trop bien. Ce Assez. qui est moins classique, c'est ta boîte. Vu que, alors on va le préciser dès le début, on va pas pouvoir donner trop de chiffres, Ouais. mais ce qu'on peut dire, c'est que tu es arrivé dans la boîte, je crois que tu étais le 10e ou dans les 10e Ouais, c'est ça, employés. on était une douzaine, on avait un petit bureau, il y avait 3 tables de 4. Donc, tu vois, Ok, pas trop grand bien, monde. en tout cas, trop bien, assez clair. Et le jour où tu es arrivé, tu m'as dit l'anecdote, c'était que le jour où tu es arrivé, vous avez signé votre premier client, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'était le début du contrat de notre premier client, ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux, même si encore une fois ça sera dit dans l'intro, mais rappeler rapidement aussi, Kevlar, c'est une boîte dans la cyber qui fait. Exactement, donc c'est à la croisée de l'IA et de la cyber. Donc globalement, si je veux pas trop rentrer dans la technique, c'est un agent IA qui va venir investiguer des alertes de cybersécurité. Donc il y a des systèmes qui sont là pour détecter s'il y a un problème. Et normalement, c'est un travail assez manuel qui prend une 20 à 30 minutes à être fait. C'est voilà, lire l'historique des logs, etc. Qu'est-ce qui a été fait sur une alerte, sur quel périmètre s'est-elle étendue, qu'est-ce qu'elle a pu toucher, etc. Et donc là, c'est une IA qui rend un verdict. Globalement, c'est dangereux, pas dangereux, en moins de 3 minutes, globalement. Ouais. Ok. Bon, je pense que c'est suffisant pour nous en tout cas, en tant que growth ou sales. Clair. Et du coup, ben, aujourd'hui, il faut savoir à chaque fois, je précise que je valide les plans avec l'invité, mais je ne sais pas le contenu en détail de ce qui va se dire. Moi, de ce que je sais, et ce qu'on a validé ensemble, c'est que tu allais faire une rétrospective, et c'est assez cool pour les personnes en growth, vous êtes passé d'un stade de, en tout cas toi, de ce que tu as vu, la rétrospective que tu vas proposer, c'est du stade d'avoir le premier client, à en avoir, du coup, j'ai peur de dire des infos, Non, non, on une a vingtaine. une quinzaine de, ouais, entre 15 et 20 Ok. clients. Vous pouvez retrouver les logos sur le site. Il y a quelques. Oui, alors les logos, on peut du coup, une des choses qu'on peut dire, du coup, disons-les, Ouais, bah, il y a c'est quoi? c'est globalement de la grosse boîte européenne, on va dire. Donc c'est du Sodexo, Atos, Orange, MediaMarkt sur la région d'Art, qui est un peu l'équivalent de notre Fnac Darty. C'est tout aussi gros là-bas chez eux. Voilà, Soprasteria, ce genre de boîte-là. Ok, trop bien. Je crois que j'ai vu Deloitte aussi. Bon, il y a Aussi, deux ouais, très belles boîtes. On aussi. est sur du plus de 1000 salariés, quoi, globalement. Ouais, largement, ouais. Sodexo, je crois que c'est dans top 10 employeurs monde. Je crois qu'il y a des centaines de milliers de salariés. Ok, bon, donc des grosses boîtes. Ouais. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que tu nous montres comment on passe, en gros, d'une start-up à un client, à scale-up à 20 clients. Donc là, 20 clients, on a compris que c'était ou 15, entre 15 et 20 des gros clients. Donc on est sur des très gros paniers moyens qui représentent du coup une grosse charge pour l'équipe. Et aujourd'hui, donc toi t'es arrivé, tu étais 10-12, vous étiez 10-12, aujourd'hui vous êtes 70-80, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça grossit un peu chaque jour. On a des cohortes de parfois 5 6 personnes qui arrivent chaque semaine. Donc là, à date, 72 ou 75, je crois. Ok, donc vraiment il y a ce stade, passer de start-up Ouais. à scale-up. Et pour toi, quelles ont été les grandes phases? De ce que j'ai compris, dans le plan, en tout cas, tu m'as partagé qu'il y avait quatre grosses phases. Et Ouais. l'idée, c'est que tu nous partages ce déploiement, ce développement, pour que ça puisse donner une idée des idées pour ceux qui sont déjà en poste dans ces parties de ces phases-là ou qui sont au tout début, pour s'en inspirer et pour éventuellement te piquer des inspirations pour utiliser les mêmes dans leur propre boîte. Ouais, avec grand plaisir. Bah, c'est vrai que l'idée, c'est vrai que j'ai été recruté il y a 1 an et demi en tant que GTM Engineer. C'était pas forcément un truc dont on entendait beaucoup parler sur le marché français. C'est vraiment un job title qui est arrivé avec bah, notamment Clé. C'est eux qui ont beaucoup marketé ce terme-là. Donc il y avait aussi un truc de bah, quel serait mon job, un peu figure out along the way. Mais, euh, mais donc, oui, je pense il y a eu 4 phases. Une phase vraiment où on construit un petit peu vraiment les basiques, un TAM, des listes pour les premiers accounts exécutifs, les premiers BDR. Un layer après où on est allé rajouter quelque chose de signal-based, c'est-à-dire avoir quelque chose d'un peu plus dynamique en termes de scoring et d'apport de lead. Après, donc nous, je l'expliquerai sûrement plus tard, mais on était 100% outbound. Donc après, il y a le marketing qui est arrivé avec des recrutements un petit peu clés, notamment pour des salons, des events pour nous. On a aussi bossé avec des agents sur du LinkedIn Ads et du Google Ads. Et maintenant, dans une quatrième phase, on tend vers de l'ABM, donc account-based marketing, avec de plus en plus de personnalisation sur une liste plus restreinte de comptes. Ça semble être une mécanique et une mélodie bien huilée. Je ne sais pas si on dit mélodie bien huilée, mais une mécanique, oui, en tout cas. Mécanique, Donc top. voilà. En tout cas, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on entend aussi.
sur le marché. Donc, curieux d'en savoir plus. Mais du coup, avant que tu détailles, tu parlais de recrutement et que c'était nouveau pour toi. Bon, en tout cas, à l'époque, on parle de GTM Engineer. Toi, tu connaissais pas le terme ou tu le connaissais? Alors moi j'avais commencé à voir deux trois articles un petit peu. Qu'est-ce qu'un GTM engineer? Avez-vous besoin d'un GTM engineer dans votre équipe, etc. Et dans les descriptions qui étaient faites, je commençais à m'y reconnaître pas mal. Et donc j'avais envoyé justement à Hakim du coup qui est le CRO de Kevlar, qui est la personne qui m'a recruté. Et parce que donc moi sur mon contrat il y avait écrit Sales Operations Manager de base. Hmm. Et je lui ai dit, est-ce que tu trouves pas un petit peu que ça colle avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on essaye de mettre en place et tout? Et il m'a dit, ah ouais, mais carrément, c'est exactement ça, ce profil, j'ai envie que tu deviennes cette personne-là, etc. Apparemment, c'est le truc en plein boom, surfons sur la vague, on va se brander GTM Engineer. Toi, tu seras à l'avant-garde en termes de job title en France et en plus de ça, Kevlar pourra montrer qu'elle est aussi à la page en termes de quelles sont les bonnes Ok. personnes à avoir dans une équipe GTM dès le début, quoi. Donc, toi, tu as répondu à une annonce Sales Ops, mais c'est une fois que tu étais en poste que tu as changé. Ouais, moi j'ai cold call, enfin non, j'ai cold email le CEO de Kevlar, ouais. Ah, mais en parallèle, tu as vu l'annonce, t'as pas Ouais, répondu à l'annonce il y et avait une t'as postulé annonce directement au et CEO. j'ai tenté, je me suis dit, c'est le CEO, c'est notre bonne vieille Startup Nation, son email c'est forcément son prénom, le nom de domaine. J'ai envoyé, j'ai dit voilà, je sais faire ça, ça et ça, est-ce que ça mérite un appel? Et visiblement oui. Mais c'était en réaction à une annonce que tu avais vue ou même pas? Ouais, ouais, ouais. Ok, trop bien. Bon, et t'as utilisé Pipecorn à l'époque pour trouver le mail? Même pas. Non, je te dis, je me suis dit, son email c'est forcément son prénom, le nom de domaine. Si c'est pas Ok. ça, c'est que c'est pas une vraie startup, il faut pas y aller. Bon, mais ça a marché en tout cas, bravo. Et ok, je comprends mieux aussi. Donc le périmètre, il a aussi évolué. Bon, après le nom, c'est du branding, quoi. Enfin, le nom du GTM Bien Engineer, sûr, c'était aussi un peu de branding pour montrer que vous étiez à la pointe. bien sûr que c'est aussi du branding. Moi, tu vois, quand je reçois des gens que je onboard, je leur dis hello, je suis GTM engineer chez Kevlar. Je vois très bien que bon, bah, ils comprennent pas forcément. Je leur dis voilà, c'est un peu du sales ops, c'est du rev ops. Et la vérité, c'est que c'est aussi ce que je fais. Du marketing ops ou du CSM ops. Voilà, enfin, quand tu es 12 personnes dans une boîte et que tu essaies un petit peu de mettre tout en place, bon, bah, tout le monde va un peu au-delà de son scope et c'est bien normal. Et ça tend à se professionnaliser, à se spécialiser au fur et à mesure des recrutements. Mais oui, oui. Ok. Bon, ben, trop bien. On a le début de l'histoire, le tout début. À le tout Et début. maintenant, on t'écoute pour ces différentes phases, du coup. Ben donc, ouais, l'histoire commence. Donc, comme je dis, j'étais recruté par Hakim, le CRO de Kevlar, qui à l'époque avait vraiment bah, cette posture de head of sales et même de sales. C'est notre premier AI, hein, c'est lui qui a quand même, mine de rien, signé tous les premiers contrats. Donc, il venait de recruter un account exécutif, un BDR. Il m'a dit voilà, j'ai un hiring plan assez ambitieux. Il va y avoir pas mal de BDR et de account exécutifs qui arrivent dans les ne serait-ce que prochaines semaines et après prochains mois. Voilà, j'ai besoin d'un gars qui va me trouver en fait toutes les bonnes boîtes à contacter, qui va me mettre en place exactement le playbook que j'ai dans la tête, de sorte à ce qu'il soit retranscrit en outils, alors notamment tu vois, dans HubSpot, etc. Donc en termes de process, d'automatisation, quels sont les exit criteria de chacun de nos stages du pipeline. Enfin, voilà, vraiment, il me dit, voilà, j'ai quelque chose dans la tête, branche-toi à mon cerveau et on construit ça ensemble. Donc c'était hyper ambitieux, etc. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, premier gros chantier, c'est bah, qui sont nos potentiels clients, sachant que bah, du coup, à l'époque, on n'en avait pas forcément. Alors évidemment, on a quand même des discussions, donc on peut déjà se baser là-dessus, voilà, pour un peu du lookalike, etc. Donc on savait un petit peu Ouais. quel pourrait être notre ICP, mais il a fallu un petit peu l'affiner, définir le TAM, et en Juste, je te fait, coupe. ouais, Attends, je bien te sûr. coupe peut-être pour un petit peu plus de contexte aussi, même si c'est d'un point de vue entrepreneur, qu'on comprenne parce que ça recrute. Vous avez qu'un seul client, il y a de grandes ambitions alors que ça recrute. Du coup,
vous avez levé de l'argent avant que tu arrives, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc il y Désolé, hein, je a... t'ai coupé, mais je pense que c'est une info qui peut aider à comprendre comment on peut en Ouais, arriver pardon, à recruter un pardon. profil comme le tien, un BDR et un account exécutif. Vous avez levé combien? Alors, il y a eu un premier site de 14 millions. Alors, je crois que c'était en dollars, je me souviens plus, mais Ouais, beau voilà. seed. Beau Que, seed. ouais, voilà. Enfin, c'est un site qui a été étendu un petit peu par la suite et qui a été signé, ouais, pile au moment en fait où j'arrivais. On l'a annoncé, je sais plus, en mars de la même année, du coup en 2025. Donc Ok. oui, oui, évidemment, c'est ce qui permet d'être ambitieux sur la hiring plan, de se dire voilà, j'ai ce plan-là en tête, j'ai ces personnes-là pour exécuter ce plan-là, et c'est grâce à cet argent-là que je vais pouvoir les recruter, les payer. Ouais, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, évidemment. Et du coup, je t'ai coupé, tu étais sur l'ICP et les lookalike. Ouais, tout à fait. Euh, Bah, comme je te disais, donc à l'époque, on n'avait pas forcément beaucoup de clients, donc c'est vrai que souvent, quand tu rejoins une boîte, quand tu es un sales ops, un rev ops, etc., le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas aller regarder tous les deals que tu as gagnés, tous les deals que tu as perdus, essayer d'en extraire un petit peu des patterns pour en fait retrouver un petit peu ton TAM. J'ai regardé un peu l'épisode que tu as fait avec Quentin d'Hyperline, c'est un petit peu c'est un petit peu ce qu'il avait fait. Euh, Nous, donc on savait qu'on allait avoir deux ICP en fait finalement très différents. Premier ICP, pour faire vraiment dans les grandes lignes, c'est en gros des grosses boîtes qui ont un département cybersécurité en interne. Donc là, il faut imaginer du CAC 40 et leurs équivalents européens et outre-Atlantique. En deuxième partie, ce qu'on appelle des MSSP, donc c'est des Managed Security Service Providers. Donc en gros, des espèces de petites agences qui opèrent en tant que département cyber externalisé pour le compte de plusieurs boîtes. Euh, donc il a fallu mapper ce TAM de sorte en fait à filer des premières listes de comptes en fait aux BDR et aux EI qui allaient arriver. Le temps enfin, qu'ils aient à manger un petit peu, j'ai envie de dire, le temps que moi je construise un petit peu tout le reste et que je continue un petit peu à développer le plan que Hakim avait aussi en tête. Ça, là, Que, du coup, même ouais, si depuis mars 2025 jusqu'à aujourd'hui, les pratiques ont beaucoup évolué, c'est ouf, la durée de vie des pratiques. Avant, je sais pas, bientôt, un épisode durant un mois et des bonnes pratiques durant un mois, 3 mois plus tard, ça vaudra plus rien. Mais à l'époque, tu fais ça pour trouver des gros départements cyber. Tu fais quoi? Tu fais simplement SalesNav pour bah voir justement. si, ou alors Alors, tu vas beaucoup plus loin, tu utilises les clés. Comment tu faisais pour ce département-là? ouais, j'ai deux approches qui sont du coup sur la slide que je te présente ici. Une approche un petit Ouais. peu top-down où en fait je pars des entreprises un petit peu de tout l'univers existant et en fait je vais essayer de filtrer en fonction de ce qui va m'intéresser. Donc ça va plus pour trouver ces gros comptes enterprise. Et après j'ai une approche un peu plus bottom-up que je détaillerai juste après où en fait je pars plus des gens pour essayer d'identifier des comptes. Donc en fait, dans l'approche bottom-up, on se dit voilà, donc ces gros comptes corporate qui vont nous intéresser, ils ont un département cyber en interne, c'est quand même pas donné à n'importe quelle boîte du coin, ça va être globalement des grosses boîtes, on en parlait tout à l'heure, sûrement voilà, de plus de 1000 employés. Donc en fait, on va faire quelque chose d'assez simple. Moi, je vais aller utiliser Apollo à l'époque pour prendre en fait sur donc tous nos marchés. Donc à cette époque-là, c'est l'Europe. Voilà, donc France, un petit peu d'Espagne, Italie, UK, DAR, Benelux, Nordics. Toutes les boîtes de plus de 1000 employés. Voilà, donc ça fait déjà une grosse base. Et à partir de là, en fait, aller essayer d'identifier la taille des départements cyber au sein de ces boîtes. Alors, tu as très peu d'outils qui vont te permettre, en fait, de sizer le département cyber, etc. Parce que c'est quelque chose il y a un effet de halo qui est assez gros. Donc, en fait, je vais fonctionner avec une liste, avec plusieurs listes, en fait, de job titles. Parce qu'en fait, on se rend compte que nous, ce qu'on target vraiment particulièrement, c'est ce qu'on appelle des SOC analystes, donc Security Operations Center Analyst. C'est vraiment le cœur de notre métier. C'est le- Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est le persona opérationnel?
Exactement, en gros, c'est le end user de Kevlar. C'est celui qui Ok. utilisera Kevlar. Donc, alors, c'est des jobs assez entry level, etc. Donc, c'est pas du tout des gens que tu peux contacter en termes d'achat, etc. Mais par contre, ça sera les users finaux de Kevlar. Donc, plus tu en as dans ta boîte, plus on est susceptible de pouvoir t'apporter de la valeur. Sauf que, évidemment, tout le monde sur LinkedIn, on en parle avec moi qui me dit GTM Engineer, ou alors que j'aurais pu dire Sales Ops ou autre, bah, eux-mêmes, ils n'utilisent pas toujours la même terminologie. Tu as Et ouais. des threat hunters, des blue team, parce qu'on différencie en cyber la blue team de la red team, blue team analyst, SOC analyst, security operation center, machin chouette. Enfin voilà, tu as toute une liste. Et en fonction des job titles que tu inclus ou pas dans ta liste, la taille des boîtes qui t'intéressent peut vraiment varier grandement. Et donc en fait, on se disait, bah, le problème c'est qu'il faut pas que tu en inclus trop, sinon tu vas avoir trop de faux positifs, des trucs où en fait tes sales vont arriver et dire, ouais, mais là en fait, tu as juste mis security analyst, mais le security analyst, bah, en fait, c'est juste le mec qui est chargé d'analyser les vidéos du PC sécurité. Ça m'intéresse pas du tout, ça n'a rien à faire avec la cyber. Et également, à l'inverse, tu ne veux pas être trop restrictif sur que le terme, par exemple, SOC analyst, parce que tu vas te priver de toutes les boîtes dont les employés n'utiliseraient pas ce terme. Donc en fait, je vais constituer deux listes. Une liste un peu stricte, SOC analyst strict, et un truc un peu broad, pour en fait essayer d'avoir deux bornes, une borne un peu, voilà, borne stricte, borne large, pour essayer d'être directionnellement juste et après de se dire dans tous les cas, au moment du scoring, on pourra adapter les thresholds un petit peu comme on le veut en disant bah voilà, si à partir de 3 entre guillemets vrais SOC analystes ça nous intéresse, bah c'est bon. Peut-être que pour ce qui est de la recherche broad, il nous en faudra 10 ou 15 ou 20, etc. Mais etc. ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à l'époque, vous n'avez pas utilisé Clé tout simplement pour le faire directement et voir le nombre de personnes qu'il y avait et de faire votre scoring? Alors pour le coup, enfin, l'outil c'était pas clé. Moi j'utilisais Apollo pour ça, qui a une Ouais. API que je trouve assez. Vous savez, le problème que j'ai un petit peu avec clé et tous ces trucs un petit peu search AI, c'est que c'est un Mhm. petit peu black box. Et en fait, le jour où tu veux répliquer ce que tu as fait ou expliquer ce que tu as fait, c'est assez compliqué. Tu vois, tu te dis, bah, finalement, le jour où il faut expliquer ta méthodologie, ton pipeline de données, pour peut-être le réexpliquer, ou l'industrialiser, tu es un peu à dire, bon, bah, en fait, j'ai lancé une recherche clé et j'ai attendu qu'elle termine. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai un poil plus de mal, tandis que là, avec une vraie liste de job titles, voilà, on peut dire, bah, en fait, quand on a utilisé cette liste-là de job title, on a eu tant de personnes et c'est comme ça qu'on a trouvé tant de personnes par compte. Quand on a utilisé cette autre liste, voilà ce qu'on a trouvé. Et au moins, tu peux un petit peu retracer ce qui a été fait. Et comment tu fais du coup? Ok, pourquoi pas, même ok même, j'aime bien. Mais comment tu fais pour ben, faire réconcilier ces deux listes ou retracer, comme tu disais, ces deux listes pour avoir une liste finale en fait? Bah, globalement, donc du coup, en fait, tu pars donc de ta liste avec tous tes comptes de plus de 1000 employés. Pour chacun de ces comptes, ça va envoyer bah, trois API calls, donc une sur le SOC analyst un peu strict, une sur le broad, et après le CISO, donc ça c'est Chief Information Security Officer, donc ça c'était plus Mhm. pour mapper notre buying committee potentiel, donc il y a du SOC manager, du VP cyber, etc., ce genre de persona-là. Ça envoie 3 API calls, ça te renvoie le nombre de personnes que ça a trouvé. Une fois que ton doc est fini, là tu peux commencer bah, à tout simplement, voilà, tu as, le compte par company et du coup ça c'est ton premier déjà data point pour pouvoir scorer ton TAM. Après voilà, il y en a eu d'autres. Évidemment bah, la géographie du compte qui était assez importante pour nous, la taille globale de la boîte. Parce que globalement, tu vois, genre, un des use cases principaux en cyber, ça va être le phishing, donc l'email. Bah, plus tu as de personnes, plus tu as de boîtes email, plus tu es sujet au phishing. Donc en fait, la taille de la boîte est aussi très importante. Et également parce qu'on était quand même bah, toujours en phase de build du produit Kevlar. Donc le produit Kevlar a besoin de s'interfacer, de se connecter avec différents outils de la tech, de la tech stack cyber. Et donc en fait, j'ai utilisé aussi un tool qui s'appelle Zerstack, que beaucoup, je Qui est pense, bien connu. Ouais. de mes compatriotes GTM Engineer, etc., doivent connaître.
Je suis fasciné par cette boîte, vraiment. C'est deux mecs en Espagne, ils sont à Cordoue, tout le monde les connaît, tout le monde utilise leur tool. T'as l'impression que. Enfin, Attends, mais c'est espagnol, Zerstack? ouais, bien sûr. Mais non, je peux Il y en a qui depuis le s'appellent temps. Christian Palou et Xoel Lopez. Joel Lopez, je crois, un truc comme ça. Ok, Palou, ça me Euh, semble être catalan tout ça. Ok, je savais même pas que ouais, Zerstack. ouais, Putain. ouais, ils sont à Cordoue, je crois, un truc comme ça. Euh, et donc j'utilise aussi ce tool pour en fait choper la tech stack cyber de ces boîtes-là, parce qu'en fait à cette époque-là, on s'intègre pas encore avec tous les outils. Donc en fait, mieux vaut targeter les boîtes qui utilisent les outils avec lesquels on s'intègre le mieux. Donc voilà un petit peu on va dire, quatre trucs statiques. Donc géographie, nombre d'employés, euh, taille du département cyber, on va dire, et tech stack, un peu les quatre premiers trucs qui m'ont permis de faire un premier scoring de notre TAM. Donc ça, c'était bien pour les comptes enterprise, donc ces grosses boîtes, etc. Plus de 1000 employés, des départements cyber en interne. Euh, mais le truc, c'est qu'on avait aussi un autre ICP qui était du coup les MSSP, donc Managed Security Service Provider, ces petites agences qui font de la cyber externalisée pour plusieurs clients. Euh, et eux, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu en as de toutes les tailles. Tu as de la petite agence locale, 20, 30, 50 employés. Tu as Orange Cyberdéfense, plus gros acteur en Europe, plusieurs milliers d'employés, qui est un de nos clients. Ça, des fois, ça appartient à diverses industries quand tu vas les regarder sur LinkedIn, parce que tu as des MSSP par exemple, ils vont faire que la sécurité des systèmes de santé, hôpitaux, etc. Et du coup, leur industrie se met en healthcare, alors que bon, en soi, ils font de la cyber. Donc en fait, tu as très peu d'outils qui vont te permettre. Ils se disent même pas des fois eux-mêmes MSSP, ils ne se qualifient pas eux-mêmes comme des MSSP, ils utilisent plein d'autres termes, etc. Donc en fait, ni en cherchant avec des outils, ni en cherchant avec des outils qui te permettent d'utiliser des filtres, etc., tu parviens à les trouver. Alors tu as quelques acteurs qui te font des top 10, des top 250, etc., que tu peux scraper un petit peu sur ton chemin, mais tu n'es jamais certain d'avoir un petit peu d'exhaustivité. Donc finalement, là, je prends la chose à rebours et je me dis, bah ouais, ok, en tout cas, ce dont on est sûr qu'ils ont dans leur rang, c'est MSSP, c'est qu'ils ont des SOC analystes et tous les job titles apparentés. Donc partons plutôt de ça. Ça me permettra peut-être aussi de choper des comptes enterprise que j'avais pas chopé avec la première méthode. Et donc là, pour le coup, j'utilise l'Emlist parce que genre l'API d'Apollo sur du People Search était un petit peu moins permissif, côté pas mal de crédits, etc. Attends, Euh, tu utilises l'Emlist en search? ouais, parce que en fait, c'était l'outil qui, à l'époque, me permettait en fait de venir, parce que là on parle plus de 50 000, 100 000 personnes, de scraper en une journée ou deux autant de personnes. Alors bon, tu sais bien quand tu utilises ces outils que tu n'as pas forcément l'exhaustivité que peut avoir un SalesNav et après un scrapping via Pipecorn, etc. On y reviendra sûrement après, mais c'est vrai que le fait que tous ces outils type Pipecorn qui reposent sur ton compte LinkedIn, bah forcément, pour protéger ton compte LinkedIn, ne te permettent pas de scraper des dizaines de milliers de Ouais, comptes ouais, après, par jour. maintenant, on sait qu'il y a des solutions qui naissent un peu partout pour scraper des dizaines de milliers par jour. Ouais. Mais oui, en tout cas, Pipecorn, pour ceux qui. On va croire que je leur fais toujours de la pub, mais en même temps, c'est un peu normal. Je les connais Oh, bien et ils sont j'adore top. leur outil. On en parlera, Aussi. comme tu dis, sûrement tout à l'heure quand tu vas avancer dans la phase plutôt scale. Mais oui, Ouais. Pipecorn fait en sorte que vous ne fassiez jamais ban votre compte. Et donc, du coup, eux, ils se limitent à, je crois, 2500 scraps par jour. Ou je crois qu'ils sont passés à 5000 il n'y a pas longtemps. Mais Ouais, moi ça dépasse pas les j'ai 5000, c'est sûr. j'ai 2500, je crois, leads et 1000 compagnies. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, je me rends compte que moi, nous, on parle plus de 50 000, 70 000 personnes. Donc il va falloir trouver un autre outil. À l'époque, je trouve que l'Emlist me permet bien de faire ça. Donc en fait, je scrape tous ces SOC analystes. J'exporte ça, CSV classique, tableau croisé dynamique pour les compter par entreprise. Et donc là, je sais que parmi toutes ces boîtes-là, j'ai autant mes comptes Enterprise que j'avais trouvé avant et que je retrouve, que mes MSSP, donc ces plus petites boîtes qui ont des SOC analystes mais qui sont un petit peu difficiles qui sont un peu difficiles. CMSSP, on est d'accord que
tu les considères comme des prescripteurs. Alors, pas forcément, enfin je vois ce que tu veux dire. Donc en effet, on peut faire un peu du reselling via eux, ça peut être un peu un channel. C'est-à-dire que eux, comme ils font la sécurité de plusieurs boîtes, bah, en fait, ils peuvent nous intégrer chez un client, etc. Mais ils peuvent aussi prendre Kevlar pour eux, pour dire, bon, bah voilà, en fait, tous mes clients vont bénéficier de Kevlar. Et en gros, eux, ben, Kevlar devient partie en fait de leur offre, etc. Donc ça peut être quand même un end client. Ok, d'accord. Au même titre que, si on fait l'analogie encore plus simple, une agence growth va prendre l'Emlist et créer des nouveaux Exactement. sites pour ses clients. Ok, super clair. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Euh, Donc là, tu as tes deux listes. Ça y donc est, j'ai mes tu as deux réussi listes, à donc faire le voilà, tri. j'ai ça, sauf que donc je sais que mes MSSP sont parmi cette seconde liste, etc. Mais je sais pas où ils sont. Et donc là, je découvre via mon CTO qui met en contact avec un pote à lui qui s'appelle Philippe Mizrahi, qui est le fondateur de LinkUp. LinkUp, qui est un outil qui en fait te permet de plugger en fait un peu ton LLM au web. Ils font tout un travail énorme d'indexing du web, etc. pour retrouver de la donnée hyper fraîche et tout. Et ils font également, un peu à l'instar d'un Firecrawl ou quoi, tu vois, des outils de fetching qui te permettent en fait très rapidement d'aller récupérer toute la donnée un petit peu d'un site web. Et en fait, ce que je dis du coup à LinkUp, c'est bon, bah, ok, bah, sur toute cette liste, qui est quand même énorme, mais bon, soit, il faut bien le faire une fois, va sur les sites des boîtes, va rechercher dans les services si ça parle de SOC manager, si ça parle de protection 24/7, un peu nous, enfin, voilà, c'est notre jargon, hein, mais il y a plein un peu de termes que les MSSP utilisent tout le temps pour qualifier un petit peu leur offre. Voilà. Et je lui dis, bah, en gros, si tu vois que tous ces services te laissent penser que cette boîte est un MSSP, tu me l'attaques comme un MSSP. Et donc voilà comment je finis en fait avec la première approche top-down qui me permet d'avoir tous mes comptes enterprise et cette approche un petit peu bottom-up qui me permet d'avoir tous ces comptes un petit peu plus petits, on va dire, et un petit peu plus éparpillés par géographie, par taille de boîte, par industrie, etc. Ok, donc ça, en gros, tu as fait le taf. Aujourd'hui, ça serait Claude qui le ferait, quoi. Ah mais alors ça tu peux tout à fait le filer à Claude. Et alors ce Claude Code c'est quoi? C'est en 2025 mais plus tard dans l'année, c'est ça? Oui, Si oui, je me là, je souviens pense bien. que Ouais, c'était pas à parce l'ordre que du jour maintenant, encore. justement, pour avoir refait l'exercice, et je t'en parlerai sûrement dans ma deuxième un peu phase, en effet, tu fais tout ça avec Cloud Code. L'Emlist, un MCP, Apollo aussi, LinkUp aussi. Voilà, si tu lui expliques bien tout ce qu'il y a Mais à tu faire. penses que tu aurais eu besoin d'utiliser LinkUp aussi? Ah, non, tu peux aussi demander à Claude Je pense qu'il d'aller l'aurait fait. chercher. C'est une autre façon de le faire. Ok. Pardon. En tout cas, Euh, maintenant, ça y est, parce que je pensais avant. Là, ça y est, ouais, tu ouais. les as, tes deux listes. Ça y est, Ouais, ouais, maintenant je les ai, mes listes. Après, voilà, c'est un truc, des fois, tu changes un petit peu quelques contraintes, tu vois, genre là où tu cherchais que des plus de 5000 employés, là tu vas chercher peut-être plus que 1000 ou plus de 500. Enfin, des fois, t'es quand même un petit peu amené de temps en temps à refaire un petit peu l'exercice ou une partie de l'exercice en fonction. Parce que, mine de rien, un des premiers gros constats, et du coup, c'est un peu ce qui a façonné la façon dont on fait de la outbound chez Kevlar, c'est le constat qu'on fait une fois qu'on a fini ces deux listes, c'est que finalement notre TAM il est quand même assez restreint. C'est pas, on parle pas d'énormément de boîtes, tu vois. C'est une fois que tu as fait le taf sur l'Europe, euh, plus les US, selon tes définitions et où tu mets tes thresholds, tu as globalement entre 15 et 30 000 comptes, tu vois. On parle pas non plus d'un truc monstrueux. Et c'est déjà pas mal, je te le dis. Il y a d'autres thèmes qui sont encore plus réduits. Mais T'as ouais, des tables. ok. Et encore là, je te parle vraiment du truc big picture sans être trop restreint, tu vois. Genre après, dans une approche un petit peu plus IBM qu'on met aujourd'hui en place, on y viendra plus tard. Voilà, on parle de beaucoup moins de comptes que ça. Mais voilà, on est quand même dans se dire, bon, le TAM est restreint, nos personas, ils vont être hyper high touch, donc on parle que de Chief Information Security Officer, c'est des trucs, parfois ça fait partie du board, etc. Ces gens-là, enfin, tu vois, à minima du COMEX, enfin, c'est eux qui ont la main sur le budget.
tout ce qui est cyber globalement dans une boîte, c'est quand même très centralisé. Donc c'est-à-dire que t'as pas 1000 portes d'entrée, tu vois, même une boîte qui serait un peu tentaculaire, je sais pas quoi, tu vois, genre Crédit Agricole avec Cassib, Cassif, machin, etc. Bah, finalement, la cyber, elle va quand même être assez au même endroit et on le comprend tout à fait. Donc finalement, les personas que tu vas target, il n'y en a pas plus dans des énormes boîtes, plus de 7 ou 8 personnes qui vont t'intéresser, tu vois. C'est pas comme si tu vendais, je sais pas, Granola, le AI Note Taker, et en fait, tu peux aller choper autant du talent acquisition que du product, que du sales, etc. Ton produit intéresse un peu tout le monde, tu peux pénétrer ton compte, etc. etc. Non, on sait que chez nous, il y aura quand même peu de personnes avec qui parler, sur un TAM assez restreint, avec, bon, certes, un panier moyen qui va quand même être un peu plus élevé. Et comme je te disais aussi tout à l'heure, Kevlar ne s'intègre qu'avec toute la stack cyber, etc. C'est des outils qui sont hautement sécurisés, peu de personnes y ont accès. Kevlar ne fonctionne pas sans l'accès à ces outils. Donc nous, il n'y a aucune question, il n'y a aucun monde où en fait on peut faire du PLG, donc tu sais, du Product-Led Growth, avec ce user qui tombe sur ton site, qui peut commencer un free trial, commencer un peu à explorer ton outil. Ah ok, c'est sympa Kevlar, ça me permet ça, et après tu vas lui mettre un peu un paywall pour qu'il passe un peu à la caisse. Ça, non, c'est vraiment impossible. Donc ça va être outbound pur et dur. Ouais, sales-led, max, outbound. Sales-led, max, outbound, deux ICP, etc. Et donc là, on se dit, bon, bah vas-y, c'est parti. J'en parle du coup avec Hakim, il me dit, c'est exactement ce que j'avais en tête. On savait que notre play, il allait être quand même très high touch. Ça va être quelque chose où en fait, je vais demander à tout le monde de l'hyper-personnalisation dans chaque type d'outreach, mail, LinkedIn, call, beaucoup de recherche sur les comptes. Ça quand même, voilà, enfin assez important de C'est-à-dire, faire. quand tu dis que je vais demander à tout le monde, à qui tu demandes, c'est quoi? C'est en vue de balancer du coup des Ouais, campagnes outbound classiques bi-canal, c'est-à-dire LinkedIn, email, où il y aura du call call aussi. nous, déjà, on a déjà le sentiment que, et ça se confirmera par la suite, que le cold call, ça va être, alors le cold call, Prioritaire. ça va être prioritaire. C'est comme ça qu'on book 80% de nos meetings. Ok. Voilà, Donc le but c'est d'enrichir un maximum d'infos sur chaque compte pour que quand le mec, pardon, le call caller ou la call calleuse arrive tout à fait, lance sa démarche, elle a un tout à fait. maximum d'infos. Tout Ok. à fait. Alors on fait aussi du email, on fait aussi du LinkedIn, mais c'est un truc qui va plus chercher à warmer ton call en fait en disant ah je sais pas si vous avez vu mon email, je sais pas si vous avez vu Ok. mon mail, etc. Mais ouais, tout va beaucoup passer par le call. Et donc ce que je te disais en termes de préparation, c'est que du coup on dit bon bah voilà, nos BDR et nos accounts exécutifs vont quand même avoir. Alors on va les aider par la suite avec des outils, je te montrerai, avec de l'IA, etc., sur comment est-ce qu'on fait de la recherche, etc. Mais ils vont avoir beaucoup de taf sur un peu crafter ces icebreakers, ces why you, why now, voilà, pourquoi est-ce que je vous contacte, pourquoi est-ce que Kevlar est important pour vous maintenant. Ça va quand même être, voilà, il y aura Et quand c'est même ce toi taf. qui vas faire cet enrich ou c'est eux qui vont le faire? Alors, c'est plutôt eux qui vont le faire. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller plutôt me concentrer sur la partie créer un petit peu des signaux, etc. Donc, c'est eux qui vont faire de la search, que ce soit sur les compagnies, que ce soit sur les comptes, sur les contacts, pardon. Ouais, Ok. on trouve assez important que ce soit eux de le faire. Ouais. Du coup, là, cette phase, ce que je comprends, c'est qu'on est sur la fin de la première phase, en tout cas en toi, en ce qui te concerne. Un petit peu, Et du ouais, coup, c'est ça. Donc, elle déborde pour les BDR, pour le BDR principalement, de ce que je ouais, comprends. Et le BDR, il se cogne au call par rapport à tes deux listes, tes deux ICP. Là, alors c'est compliqué de donner des chiffres, mais c'est quand même important. Ce que je veux dire, c'est. Ça va être, si, on sait qu'il y a maximum 20 clients à la fin. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'avec cette méthode-là, sur combien de temps elle a duré, et on parle bien, je parle bien pas que ton rôle, celui du billard, cette phase-là sans signal, ou en tout cas sans signal que toi tu allé chercher, que eux peut-être ils se génèrent eux-mêmes par l'enrich qui se font par eux-mêmes. Euh, Combien de temps ça a duré et combien de clients ils ont réussi à signer avec combien de boîtes contactées? Est-ce que tu as cette info-là ou pas?
Alors, les chiffres exacts, je les aurais pas. C'est une phase qui dure globalement, on va dire, allez, 2 3 mois. C'est le début, tu vois, c'est le temps que moi je prenne mes marques, qu'on commence à sélectionner un peu les outils, qu'on crée les trucs. Parce que, après, à côté de ça, il fallait aussi setup, tu vois, genre tout HubSpot, un petit peu Je me l'architecture, doute. comment ça allait fonctionner, etc. Euh, les droits, tout ça, enfin, bref. Donc, ouais, ça dure 2 3 mois où ils sont un peu, bon, pas dire naviguer à vue, mais un petit peu. Enfin, ils ont des listes de comptes, ils ont des data points sur la taille du département cyber, la tech stack, etc. Donc, bon, ils ont quand même des choses pour avancer. Mais c'est vrai qu'ils ont moins ces signaux-là un petit peu dynamiques Pas de de souci, la... t'inquiète, y a pas de jugement, Thomas. Ah non, non, Juste par je dis contre, pas, est-ce que tu as une idée de combien ils ont réussi à signer, ou en tout cas, combien ils ont réussi, peut-être avant même de signer, mais combien il y a eu de clients générés dans le pipe ouais. avec ça, Bah, et combien ils en ont signé au bout des 2 3 mois? Et est-ce que d'ailleurs, l'intuition me dit que vos cycles de vente sont longs, et peut-être que personne n'a été signé d'ailleurs. alors en fait, le truc, c'est qu'on signe un petit peu des discussions qui avaient un poil commencé un peu en même temps que la mise en place de tout ça. Donc on signe en effet quelques clients et en effet oui, bah, les sales cycles sont assez longs. Donc bien sûr que ouais, ça prend un petit peu de temps. J'ai pas les taux de conversion exacts. Nous, ce qu'on monitorait beaucoup à l'époque, c'était en gros entre un premier meeting, enfin entre on tape un compte et on arrive à booker un premier meeting. Donc ça, mine de rien, on arrive à être à 15-20%, tu vois, entre des fois parfois 25, donc c'est-à-dire sur 4 comptes un petit peu que tu essayes d'attaquer, tu arrives à booker un meeting avec un. Donc ça, c'était quand même pas trop mal, enfin en tout cas on trouvait Pas mal que du tout c'était même. que c'était assez satisfaisant, ouais. Et après, deuxième truc qu'on monitorait plutôt pas mal, et qu'on monitore toujours, hein, c'est comment tu passes de ceux qui ont fait le premier Discovery Call à ceux qui passent à la démo. Donc nous, c'est une démo, enfin tu vois, ça passe par des solution engineers, etc. Enfin, c'est quand même, c'est pas un BDR qui fait la démo de Kevlar, quoi. Et là, nous, on visait 30% et on y arrivait, ouais. Des fois, on était Trop même bien. au-dessus. Ok, cool, trop bien. C'est ultra clair. Et donc Donc du on a coup, fait là, tu ça, vas nous ouais. parler Donc de la là, phase les, 2. Donc là, les bideurs et les premiers racontes exécutifs se lancent là-dessus. Moi, alors, j'avais une idée un petit peu pour les toolés qui était en fait d'utiliser un outil un peu all-in-one. Alors, je veux pas jeter l'opprobre sur aucun tool, pas forcément citer le nom, mais voilà, des outils qui te promettent de en fait bah, trouver les personas dans les boîtes, les enrichir et faire du sequencing. Bon, finalement, tu te rends assez vite compte que c'est plus sur la partie people database que ça failait un petit peu. Euh, et en fait, moi, un des premiers enseignements un petit peu que j'ai tiré, c'est que le jour où un sales, en fait, via l'outil que tu lui as mis entre les mains, il trouve pas la personne et de son côté, il utilise LinkedIn à côté et finalement, il trouve la bonne personne qu'il cherchait, il commence à avoir des doutes sur ton outil. Si ça se passe 3 fois en l'espace de 2 semaines, il a plus du tout confiance dans l'outil que tu lui as mis entre les mains. C'est fini. C'est tout l'objet de l'épisode avec Quentin de Hyperline. Donc, je vous invite à aller le voir. Toi, je sais, tu l'as dit plus tôt dans l'épisode, tu l'as vu. Ouais, je l'ai survolé un petit peu, ouais. Il est ouf. Il est ouf. Vraiment, il est ouf. Je vous recommande d'y aller. Il s'est mis à disposition de ses sales et il est pas resté dans sa petite bulle growth. Et vous verrez Ouais. comment il a déployé tout ça et il a réaligné tout le monde. Et ce qui est une galère. Donc toi, tu le dis aussi. Il doit y avoir d'autres growth qui le constatent et Bah, peut-être même d'autres ouais, founders. tes premiers challenges, c'est en fait, il faut qu'ils aient confiance dans les outils que tu leur mets entre les mains. Donc, c'est-à-dire, parce que voilà, un AI, c'est quand même quelqu'un qui a un gros quota sur le dos. Il sait que voilà, s'il ne le réalise pas, ça peut potentiellement mal se passer pour lui. Donc, euh, Et ouais, c'est un si, attaquant, quoi. ouais, L'attaquant qui c'est ça, marque faut qu'ils mettent des pas. buts, faut qu'ils mettent des buts, tu vois, genre, Ouais. tout à fait. Et donc en fait, si il a pas confiance dans l'outil que tu mets entre les mains parce que il a repéré deux trois trucs où ça fonctionnait pas, hop, finito. Et il y a aussi un deuxième truc, il faut qu'il ait confiance en ton scoring aussi. C'est un peu la façon dont en fait toi tu lui as priorisé les boîtes. Tu vois, si à un moment il se rend compte que
je sais pas, il a pris l'initiative d'envoyer un truc à une boîte qui était quand même beaucoup moins scorée, boum, ça répond direct. Bizarre. Ouais. Et donc c'est des choses qui sont un petit peu sans cesse remises en cause, mais je trouve ça tout à fait sain, tu vois, d'avoir cette feedback loop un peu continuelle entre toi et tes sales et tes BDR. Trop bien. Et donc, du coup, c'était quoi cet outil que tu as pris? Donc moi c'était Lemlist que je voulais utiliser un petit peu en all-in-one. Donc People Database Enrichment plus Sequencing. Alors ils sont excellents sur le sequencing, c'est par là qu'ils ont commencé, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître, donc c'était super. Je sais que leur enrichment s'est amélioré depuis peu, j'ai pas forcément trop eu l'occasion de tester, mais à l'époque c'était pas non plus trop satisfaisant. Et sur la People Database, en fait, on peut pas jeter l'opprobre sur ces outils-là. Toute personne, quand il se passe quelque chose dans sa vie professionnelle, update son LinkedIn. Donc il n'y aura jamais aucune, et c'est la première et souvent la seule et unique chose qu'il update dans sa vie professionnelle, c'est son truc LinkedIn, son profil LinkedIn. Donc en fait, il n'y aura aucun outil qui sera plus exhaustif avec de la data plus fraîche que LinkedIn lui-même. Donc tout outil qui promet un petit peu voilà, de trouver tous tes personas, de construire toutes tes listes, etc., tu sais que tu auras forcément une data quality un petit peu moins bonne que celle de LinkedIn. Enfin, moi en tout cas, c'est la vie que je me suis un peu forgé. Mais du coup, t'as pris LinkedIn, t'as pris Lemlist ou t'as pris un autre outil? Du coup, SalesNav pour trouver les personas Ouais. et bien évidemment nos amis de Pipecorn pour la partie scrapping du coup de la recherche SalesNav, puis enrichissement et sync avec le CRM. Mais du coup, t'as pas fait de all-in-one. Du coup, pas de all-in-one, non, on l'a très vite abandonné. Ça a duré, je sais pas, Moi, je comprends. 3 semaines, Enfin, un moi, mois. j'ai jamais recommandé ça. Après, je peux comprendre que certains n'ont pas les moyens. Bah, Et disons ça qu'en fait, m'est quand tu déjà arrivé arrives d'avoir des quelque part, clients. tu vois, genre, la value prop quand t'as pas beaucoup de gens, quand tu sais pas forcément trop où tu vas, t'arrives, ça te dit bon bah voilà, tout va passer par là, interface unique et tout, tu te dis pas quand même génial. Mais c'est vrai que il vaut mieux faire confiance à des outils qui font très bien une seule petite chose. Tu vois, genre, c'est typiquement pourquoi genre, j'envoyais des louanges sur Zerstack. Les gars, ils ont dit voilà, nous, on va juste faire un truc, c'est qu'on va analyser tous les job postings de toutes les boîtes sur 335 000 sources, je crois. Enfin, c'est un truc de fou furieux. Et au passage, en plus, on va pouvoir trouver les technos que les boîtes utilisent. On va faire juste ça et on va vous fournir ça comme data sur notre UI via API, comme vous voulez. Au début, ils vendaient même des datasets à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, on fait juste ça. Et je trouve que c'est super. Je suis complètement aligné. Après, je veux pas tirer sur Lemlist. D'ailleurs, tout le monde sait Non, que j'adore Lemlist moi depuis aussi. très longtemps. Et je l'utilise de plus en plus dans des cas all-in-one, notamment pour certains signaux qu'ils mettent à disposition maintenant. Notamment parce que je connais encore plus personnellement certains providers qui leur fournissent les signaux en marque Ouais, blanche. Et donc je ouais, sais qu'ils sont de qualité. ouais. On Mais les donc connaît aussi. de plus en plus, et forcément Lemlist ils sont trop forts. Mais je dirais qu'aujourd'hui c'est partagé. En tout cas, moi, toi, je sais pas comment ça va être dans tes projets futurs, mais tout le monde sait mon métier. Donc, il y a des boîtes que j'accompagne en opérationnel, il y en a d'autres, les plus petites généralement, que j'accompagne en coaching. Parfois même, c'est un mélange entre opérationnel et coaching. Quand il y a ce fameux mélange, ou quand je sais que la personne, en tout cas que je coach, elle a moins les moyens, et comment l'Emlist progresse, de plus en plus, je conseille l'Emlist en all-in-one, notamment encore une fois par rapport aux signaux. Mais quand on peut monter une stack un peu plus complète, notamment Ouais, quand je suis seul opérationnel et qu'on me donne un peu plus de moyens, oui, je vais utiliser plusieurs ouais. outils. Encore plus aujourd'hui Moi, avec l'avis que je me suis un peu forgé là-dessus, c'est qu'il faut en fait avoir une stack assez élaborée en fait en back-end avec plein de bons providers de data, etc., etc. Et essayer de push tout ça en fait dans le CRM et qu'en fait tes sales, tes BDR n'interagissent quasiment qu'avec ça, SalesNav et leur dialer, tu vois, Aircall ou
Bah maintenant, ce qu'il y a de bien avec Claude et tout, orchestrateur Mm. au sens large, c'est que tu peux, c'est ce qu'il y a dans, je sais pas si l'épisode va sortir avant ou après toi, ou même beaucoup plus après, mais j'ai enregistré pas mal d'épisodes ces derniers temps. Et ce qui se dit de plus en plus, c'est ben, tu balances ton sales, même à un moment, il y a toujours une roadmap avec des comptes bien précis, mais il y a toujours un peu à côté aussi. Et ton sales, il va te balancer un CSV dans Slack ou dans un espace en commun que tu vas avoir. Et toi, là-dedans, il y a, ben, du coup, tu vas récupérer ce CSV et lui rebalancer en automatique, enrichi ou des choses comme ça. Ouais. En tout cas, on sait que l'info principale n'est pas forcément côté technique, ça se trouve partout et on va avoir des épisodes qui vont parler de ça précisément, mais l'info c'est de se dire les sales, ils sont là encore une fois pour marquer des buts, ils sont pas là pour faire toute l'action avant. Non. C'est assez de charge mentale déjà pour capter la, la mentalité, la psychologie, l'état d'esprit, le contexte de leurs clients, de leurs prospects. Donc il faut leur mettre un minimum de charge technique dans les mains parce que eux ils sont dans un autre monde et je pense que ça on l'oublie trop facilement quand on est gross. Donc oui, c'est l'info c'est qu'il faut que eux ils aient un minimum de charge, donc un minimum Ouais. d'outils à utiliser quoi. Minimum de charge, minimum d'outils, minimum de context switching. Donc, tu vois, c'est-à-dire avoir différentes interfaces à gérer, à faire potentiellement un copier-coller de Progress. Ça, vraiment, essayer d'éviter au maximum d'avoir ça. Et moi, ayant ça en tête, donc du coup, comme on leur demandait quand même beaucoup de recherches sur les comptes, etc., je m'étais, du coup, si tu me permets, tu vois toujours mon écran là, on est d'accord? Ouais, Je leur avais créé une espèce de petite extension Chrome. Donc, dingue. tu la vois, ça affiche bien à l'écran là? Ouais, ouais, c'est pas ici tu l'as appelé? Ouais, je l'ai appelé Spicy parce qu'en fait, on bossait avec le framework Spiced, tu sais, Situation, Pain, Impact, Critical Event Decision. Donc, du coup, bon, voilà, c'était un petit clin d'œil à ça. Et donc en fait, bon alors derrière c'est LinkUp aussi d'ailleurs qui tourne. Alors là je m'étais préparé, normalement ça prend une petite trentaine de secondes, mais j'avais fetch la data juste avant. Il y a un petit cache, je sais pas, d'une semaine je crois, qui leur permet en Ouais. fait, donc à chaque fois qu'ils sont sur une compagnie sur LinkedIn, de lancer cette petite recherche qui va effectivement leur confirmer selon plusieurs preuves qu'il y a bien un SOC, donc un Security Operations Center, ce département cyber, ce qui nous intéresse chez Kevlar, donc au sein de la boîte. Voilà, avec quelques petits trucs, un petit peu d'infos sur la technologie, sur la stack utilisée, un petit sommaire, sur la situation, un petit peu voilà, les marchés, le business model, la taille, le revenu. Quelques pains un petit peu qu'ils ont pu trouver, donc voilà, data breaches, des reports un petit peu faits par l'entreprise, etc. Ou des choses un petit peu au niveau du pays, etc. etc. Pareil sur l'impact, bon voilà, je ne vais pas forcément tout détailler, mais voilà, avec quelques trucs, à chaque fois sourcés, etc., etc., un petit peu sur Mais c'est le, génial. Attends, aussi mais sur le... j'adore. En Et gros, ce que tu dis, c'est que tu as restructuré des infos qui étaient sur le profil LinkedIn de l'entreprise, mais aussi sur le web, ouais, exactement, de sur le manière à web, ce qu'ils puissent le lire de manière beaucoup plus efficace, et tu leur remontes les infos les plus importantes dès le début, quoi. exactement, tout à fait. Et ça, mais ça, par contre, tu l'as fait avec Cloud Code. Bah, bien sûr, je suis pas développeur, Ah. moi. Non, mais je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on est encore en 2025 et tout, donc je sais pas. Donc là, on est déjà dans la phase, on est dans quelle phase là? Enfin, je le fais, non, on est toujours dans cette première phase en 2025. Non, c'est vrai que oui, tu dis je le fais avec Cloud Code, non, je le fais pas en plus avec Cloud Code, je le fais juste avec le Cloud Chat. Dingue. Ok, Genre d'accord. juste en échangeant et tout ça, il me dit ok, on va créer un truc, donc t'as un fichier JS, t'as un fichier HTML pour un peu le layout, etc. Enfin, t'as quatre fichiers, je À crois, pour faire, l'ancienne, quoi. t'as quatre Ok, fichiers pour faire ouais, une extension Chrome assez facilement. Après, tu rajoutes un petit peu tes éléments graphiques comme trop tu bien. veux. Et pour le coup, bon, par contre, je décide pas de la déployer, etc. Je mets tout ça zip file, je l'envoie à tous mes sales. Voilà, vous ouvrez ça sur votre ordi. Pour télécharger la Chrome extension, vous prenez le mode développeur et bon, vous pourrez l'installer. Et si un jour j'ai une modif à faire, je vous renverrai un nouveau zip file et vous le remplacerez. On n'est pas allé jusqu'au Trop cool. déploiement, etc., etc. J'avais pas assez de users et pas l'ambition d'en faire un tool utilisé par le monde entier.
En tout cas, le genre de petite action qui doit te faire, qui doit faire kiffer les sales. Et donc, encore une fois, en faisant référence à l'épisode de Quentin, réaligner, en tout cas, ou aligner ou consolider tes relations avec tes sales, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bon, trop bien. Je vois que le temps passe vite Pardon, je euh, parle beaucoup, et qu'on je parle pourrait parler trop. des heures, mais passons à cette fameuse phase 2 du coup. Phase 2, partie un petit peu, du coup, on va ajouter du signal. Donc là, du coup, l'idée, c'est en effet, du coup, d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique sur, voilà, donc, est-ce qu'il y a des job postings, notamment de SOC analystes dans les boîtes qui sont nos targets, qui pourraient faire penser que, bah, du coup, si tu es en train de recruter dans ton département SOC, c'est que bah, tu es potentiellement un petit peu sous-staffé par rapport au nombre d'alertes que tu es censé gérer. Du coup, nous, ayant un outil qui te permet de réduire ce temps d'alerte par 90%, bah forcément, c'est intéressant pour nous. Euh, Évidemment, new hire, donc bon, c'est des signaux, j'imagine que beaucoup de gens utilisent, mais ça reste quand même des bons signaux. On sait que voilà, quelqu'un nouvellement embauché va avoir tendance à dépenser environ trois quarts de son budget sur les 3 premiers mois en poste parce que bah, il faut faire avancer les choses, montrer qu'on est quelqu'un qui vient d'être embauché pour mettre en place des choses nouvelles. Donc, très bon point que de vouloir venir intégrer de l'IA dans son Security Operations Center. Donc c'est des personas qu'on target. Donc là, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que je fais pas mal d'erreurs à ce moment-là. Euh, Notamment, en fait, je me concentre trop sur l'info et pas assez sur comment architecturer cette information-là. Et Dis-nous en plus. ouais, et donc j'ai peut-être un peu une liste je sais pas, de 12 and don'ts à faire au niveau des signaux. Donc au Vas-y. début, ce que je fais, c'est que en fait, à chaque fois que j'en catch un, donc pour le job posting, je vais utiliser Zerstack encore une fois, et pour tout ce qui va être new hire, j'utilise Pronto, Pipecorn, du coup devenu, bon à l'époque ça s'appelait Pronto, désolé. Ouais. Donc en plus, ce qui est super, c'est que c'est de la data fraîche de LinkedIn, ça arrive tous les matins dans ton inbox, tu peux l'envoyer ça par API et tout, enfin, c'est vraiment génial. Euh, mais le problème que je fais, c'est qu'au début, en fait, j'envoie que des notifications à mes sales, en mode, tiens, là, il y a un job posting, là, il y a un new hire, etc. En fait, quand ces notifications-là commencent à se multiplier, c'est plus du signal, ça devient un peu du bruit. Il y en a plein tous les jours, il n'y a pas de action plan très clair à avoir sur qu'est-ce que j'en fais, etc. Donc, soit tu es un très bon sales, discipliné, etc. et tu fais un peu les choses bien, soit, bon, bah voilà, tu as aussi plein d'autres taf à côté et plein d'autres trucs à faire et la notif, bon, bah tu la laisses un petit peu passer. Donc, ça, premier truc à ne pas faire. Euh, Deuxième truc, c'est que du coup, c'est plus au niveau de comment est-ce qu'on store un petit peu la data. Nous, à l'époque, on avait un des premiers plans un petit peu de HubSpot. Donc, en fait, ce que je prenais, c'est que voilà, j'avais bah, une propriété par signal et je storais un petit peu la dernière date à laquelle il était arrivé. Euh, De quel signal tu parles, par exemple? de job posting, de new Encore. hire. Ouais, je te parle toujours un peu de ces mêmes signaux-là. On en rajoutera plus tard par la suite, un petit peu plus des first party signals, tu vois, plus sur du LinkedIn interaction, du website visit, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui viendra un petit peu plus tard. Et en fait, je me rends compte que tant que tu stores pas ça dans un objet, ton truc devient un petit peu invisible. Parce que en fait, t'as aucun moyen de faire du reporting dessus. Parce que du coup, bah, s'il y a plusieurs signaux du même type sur un même compte, bah, ta data elle est effacée en ne regardant un petit peu que la dernière en compte. Tu vois, si tu stores bah, juste une propriété au niveau de ta compagnie, bah, forcément ça va être écrasé et réécrit à chaque fois. Donc ça, deuxième truc à pas faire. Donc il y a un petit middle ground que j'avais trouvé entre les deux, qui était à chaque fois que tu reçois un signal, en fait, tu logs un form. Donc ça, c'est une astuce qui nous vient de notre VP Ops and Strat, qui s'appelle Julien. Du coup, tu logs un form, c'est-à-dire que c'est comme si quand une boîte recrute à un poste qui t'intéresse, elle venait sur ton site web et qu'elle loguait un petit peu en disant ah je recrute. Et donc en fait ça te permet, c'est pas vraiment un objet sur HubSpot, mais mine de rien ça te permet quand même de storer un petit peu d'antériorité, de les compter à un moment donné si tu as besoin de les compter, tu vois en fin de quarter, dire ok c'est quoi les boîtes qui ont le plus recruté, etc. etc.
Donc c'est un peu un middle ground et évidemment le truc à faire c'est prenez-vous soit un CRM qui permet de créer plein de custom objects, soit le plan HubSpot qui vous permet de créer plein de custom objects et ayez voilà, par signal un custom object dédié avec la date, son type, euh, également plein d'infos, si c'est New Hire, bah, le LinkedIn de la personne que vous pouvez en plus enrichir en utilisant des outils d'enrichissement avec son mail et son téléphone. Ayez pour un job posting le lien de l'offre en question, le plus d'infos possible sur la compagnie, etc. Ça permet en fait non seulement d'avoir du coup cette info-là et de la display de manière plutôt bien dans HubSpot à côté de votre compte. Ça permet de faire des roll-up par compagnie, donc c'est-à-dire je peux voir le nombre de signaux que j'ai eu sur les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, les 90 derniers jours, sur tout le lifetime de la compagnie pour à peu près après améliorer votre modèle de scoring. Et également, ça permet de faire du reporting. C'est-à-dire que je sais que le signal, je l'ai reçu le, je sais pas, 13 février et que dans les 2 jours qu'on suivi, le sales à qui ce signal en fait a été attribué a bien fait son travail de reach out, de appel, call, etc. Ça permet un petit peu en fait de savoir combien de signaux ont été reçus, combien de signaux sur lesquels on a agi et quel a été un petit peu l'outcome derrière. Est-ce qu'on a booker un meeting ou pas. Et ça permet voilà, de se dire ça c'est un bon signal, là il faut un peu double down là-dessus, etc., etc. Si je synthétise tout ce que tu viens de dire, en fait, tu viens de parler de scoring, en fait, tout simplement, et de qu'est-ce qui va te permettre d'avoir un scoring le plus précis possible. Je suppose aussi que tu n'en as pas parlé, il me semble, mais c'est ben, comment attribuer combien de points à quel signal, ou alors peut-être que c'est tous les mêmes signaux, le même scoring, mais Ah non, t'as tout à fait raison. globalement, c'est ça que tu dis, c'est avoir un tableau de scoring qui te permet d'entrer cette data proprement dans ton CRM pour que tu puisses en live ou de ce que j'ai l'impression toi aussi beaucoup en phase de reporting, de fin de sprint ou de fin de quarter, de faire un bilan sur qui est le plus scoré, qui on a attaqué ou pas en fonction de ses priorisations, quoi. Exactement, ça te permet voilà, de faire du scoring, du reporting. Ouais, ouais, je pense que voilà, c'est ultra important en fait voilà, de collecter le maximum de data, de le mettre dans un objet séparé. Et en fait, après, voilà, être capable sur un même compte, parce que finalement, quand on a un peu la motion qu'a Kevlar, donc c'est-à-dire high touch, etc., et on verra après plus sur de l'ABM, etc., cette notion de compte est ultra importante. Et c'est bah, voilà, combien j'ai eu de signaux, quand est-ce qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés, et quels ont été les outcomes suite aux actions qui ont été prises. Et Et c'est ça, comment les sales, ils l'activent derrière? alors ça, comment les sales ils l'activent derrière. C'est-à-dire que, alors moi je différencie un peu deux types de signaux. Tu as ce qui va être contact level, on va dire, et company level. Donc c'est-à-dire qu'une boîte qui recrute, ben, c'est un signal au niveau de la compagnie. VS quelqu'un qui est recruté en tant que CISO, par exemple, c'est un contact, enfin c'est un contact signal, on va dire. Et donc nous on utilise l'interface lead de HubSpot. Je te montrerai un petit peu plus tard à quoi ça ressemble avec l'ajout en plus d'autres signaux par la suite. Mais du coup, à chaque fois, un lead est créé. Donc, si un lead, enfin, si un signal est rattaché à un contact, bah forcément, ça crée juste un lead au niveau du contact, enrichi évidemment au préalable, mail plus téléphone, etc. On définira par la suite, mais ça viendra plus dans un temps plus futur, des SLA, etc., de combien j'ai de temps pour toucher un lead, etc. Et si c'est company level, ben, un peu la même façon, sauf qu'il y a une étape en plus. Et là encore, j'utilise aussi Pipecorn pour venir en fait trouver les personas qui sont dans le buying committee de la boîte sur laquelle j'ai reçu le signal. Pareil, je les enrichis et tout ça part au niveau des bidia. Ok. Donc, si on synthétise, phase 2, c'est scoring, quoi, en gros. Phase Toi, 2, tu as c'est placé intent, exactement, enfin, c'est
Tu c'est parles ça. d'intent, mais en fait, c'est intent scoring, quoi. C'est intent scoring. En fait, au final, on va finir avec un petit peu avec deux scores. Un premier fit score basé sur plus les définitions du TAM dont je t'ai parlé dans la partie 1. Et un deuxième plus qui viendra par la suite, engagement score. Enfin, tu vois, quelque chose qui est un peu plus en termes de comportement, que ce soit du first party ou du third party signal. Euh, Quelque chose qui va plus qualifier un petit peu la chaleur actuelle un petit peu du compte. Et donc, c'est deux scoring qui vont un Ça me petit fait peu totalement penser à l'épisode numéro 2 à l'époque, et ça remonte avec celui de Martin de chez Youno. Ils ont Ok. exactement le même type de scoring. Le fit score pour, au début, du coup, classifier les boîtes. Savoir en gros, c'était pas le tiers, mais en gros, c'est en fonction des comptes. Est-ce que c'est un bon compte ou un mauvais compte, C'est ça. globalement? Et ensuite, j'ai oublié le nom qu'il donnait au second, c'est scandaleux parce que je l'ai répété plein de fois. Ouais, c'était plus dynamique le second qui permettait là, pour le coup, de faire un système de tiering dynamique. Voilà. Euh, et quand c'était en tier 1, ben, d'activer tout de suite les sales, c'est-à-dire ben, là, faut appeler quoi. Mais C'est tout à fait ça. En fait, j'ai t'en as l'impression que vous un faisiez un peu qui. pareil, quoi. En fait, ouais, c'est ton premier score qui te permet en fait de dire ça c'est oui, ça c'est non, un petit peu d'exclure ou d'inclure. Et le deuxième qui fait de la priorisation, en fait, il fait du sorting. Ok, C'est un aligné, petit peu comme trop ça que ça bien. se passe. Donc Et quelle est en la fait, phase 3 du coup? ouais, mais juste en fait, juste pour finir cette phase 2 un petit peu l'enseignement, donc du coup de l'enchaînement de cette phase 1 et cette phase 2 c'est ok, en fait, on a un process pour trouver notre TAM. On a un second process pour activer des signaux, etc. Donc c'est vraiment c'est des boutons, c'est on-off. Nous, ce qu'on disait un petit peu, c'est qu'en fait, sur les signaux, c'est un peu un robinet. Et c'est toi qui gères le débit, en fait. C'est soit tu rajoutes plusieurs types de signaux et ça augmente un petit peu. Soit après, toi, tu peux restreindre sur, je sais pas, la géographie, le nombre d'employés dans la boîte, etc. Enfin, et en fonction de la taille de ton équipe, BDR, Sales, combien est-ce qu'ils sont capables d'en ingérer un petit peu par semaine, par mois, et en fonction de l'actualité de ta boîte, tu vois, s'ils sont occupés sur un event, s'ils sont occupés sur des vacances ou je sais pas quoi, tu peux plus ou moins serrer ou desserrer le goulot comme ça. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et, et en fait, là, on finit un petit peu cette phase en se disant, OK, en fait, on a une méthodo pour, à chaque fois qu'on veut intégrer un nouveau pays dans le TAM, et ça va être l'objet un petit peu aussi de ma phase 3 qui va commencer un petit peu en gros en Q4 2025, c'est qu'on va lancer les US. C'est OK, on a un truc qui est en fait hyper réplicable. Code Code est en plus sorti entre temps, donc voilà, si tu lui dis bon bah maintenant fais l'exercice les US, il est en mode OK, bon Attends, bah attends. Du vas-y, coup, si tu me dis que c'est réplicable, ouais. moi je pensais j'avais la sensation que la phase 2, elle était presque purement ops et Mhm. que d'intuition comme ça, mais en fait, je sens que je me suis trompé dans ma tête. J'avais l'impression que c'était une phase 2 très ops, on a mis en place du coup la captation des signaux et le scoring. Et du coup, là, on va pouvoir l'exploiter. Mais de ce que je comprends, tu viens de dire, on sent que c'est réplicable. Qu'en fait, entre-temps, ça a été prouvé cette méthode. C'est-à-dire que ça a signé. En tout cas, il y a un Bien sûr. pipe beaucoup plus gros qui a été Ouais, généré ouais. et ça a Oui, signé, oui. quoi. Ouais, ouais. Non, vraiment, nous, sur cette partie-là, on a déjà 3-4 comptes exécutifs, 3-4 BDR. Il y a des signes, il y a des comptes qui tombent. Ouais, ouais, non, non. On fait des bons quarters, tout ça. Donc, ça, en T'en vrai, parles pas trop. C'est pour ça, dans toute la présentation, t'en parlais pas trop. pardon. Mais C'est vrai que des fois, j'ai compris. Non, mais je suis un t'excuses peu pas. focus sur. Je suis un mec des Mais non, ops, moi, tu sais, genre, je suis un mec de la technique. J'aime bien. mais je comprends aussi qu'il y a plein de secrets aussi en cyber. À force, je commence à vous Et, comprendre, les gens de la cyber. J'ai deux clients dans la cyber aussi. c'est Je vrai que comprends que vous on lâchez peu d'infos au final. Mais on tu lâche, t'en lâches beaucoup, je te remercie. non, on lâche peu d'infos. Mais là, du coup, sur les 15-20 que vous avez actuellement, à la fin de cette phase 2, et durant cette phase, ou durant la phase 2 ou à la fin de cette phase 2, vous en avez combien? L'idée, c'est pas d'essayer de vous choper de l'info, c'est Non, d'essayer non. d'imaginer un plan, tu vois, qui est en train de se déployer. Il y avait cette phase 1 où toi t'arrives, il y avait un client et j'ai l'impression que ça n'a pas forcément signé à la fin de la phase 1, mais il y avait un pipe bien rempli. Ouais, t'as un pipe bien rempli. Là, justement, ça signe quand même plutôt pas mal. On arrive. Bah,
déjà à la moitié un petit peu de nos clients actuels, je pense. À la fin de la phase 1 ou de la phase 2? Deux. Ok, voilà, ok. Ok, donc, ouais, propre. Du coup, c'est là que vous dites, on Non, peut non, c'est un truc qui répliquer. marche bien. Les signaux marchent bien. S'ils sont activés au bon moment, ça Ou marche encore une fois, c'est bien. des signaux simples. C'est-à-dire, c'est des signaux au final assez génériques mais bien Les signaux exploités. c'est assez génériques, bien exploités, avec le bon timing, etc. Euh, ouais. Bon, et puis après, nous aussi, on est sur, je pense, tu vois, un secteur où quand il y a en effet un job posting de SOC analyst, c'est pas un signal que beaucoup de boîtes utilisent, tu vois. C'est pas comme, c'est pas une levée Ouais. de fonds d'une start-up parisienne série A, tu vois, là où tout le monde Mais quand je dis utilise. générique, c'est oui, c'est quand même un job posting ou des new Ouais, hires. Mais ok, oui, oui. ok, ok. Il y a rien de maxi rocket science, non, non, du tout. Et, euh, Et en fait, c'est donc cette construction de phase 1 et phase 2 qui va nous aider un petit peu en fait à lancer les US avec un truc assez réplicable en disant bon bah ok, on sait comment faire, on a cette approche top-down pour trouver les enterprises, cette approche bottom-up pour trouver les MSSP. Après, on a nos signaux qu'on peut connecter sur un territoire de plus sans aucun problème. Voilà, si tu lances les US, bah en fait très vite tu te rends compte, ok, bah j'ai tant d'entreprises, j'ai tant d'MSSP, etc. Et c'est aussi en fait de la data préalable qui te permet aussi d'ajuster ton hiring plan, où en fait tu sais un petit peu combien tu vas avoir besoin d'AI, de IS, de BDR, pour un petit peu adresser tout ce TAM potentiel. Ouais. Donc, phase 3, alors, Phase j'emploie ce 3, mot avec beaucoup de délicatesse, mais on est sur du scale du coup, si je me trompe pas. C'est qu'en tout cas, vous cherchez à déployer hors d'Europe, quoi. c'est ça, donc on déploie hors d'Europe, on a des bons contacts, on a des premiers clients qui signent aux US et dont on va un peu se servir. On est en train de recruter à ce moment-là, donc là je te parle, c'est ouais, Q4 2025, on recrute. Et attends, juste par curiosité, parce que c'est important, Vas-y. euh, parce que ça parle beaucoup. Ce premier client que vous signez aux US, est-ce que... Alors, j'espère que tu vas pouvoir en parler, parce qu'on est toujours dans Je la vais, cyber, et je toujours vais tout pas très pouvoir en opaque. parler. Je vais pas pouvoir en parler Attends, du attends, tout. attends, me dis pas qui c'est, je veux pas Ah, ça, savoir. ça c'est Moi, sûr. ce qui m'importe, c'est la méthode. C'est moi de ce que je sais, c'est que généralement, quand tu vas targeter un nouveau marché comme ça, c'est pas forcément la méthode de réplication, enfin de la réplique qui fonctionne. Au début, c'est comme tes premiers clients, c'est beaucoup à la main, parfois même au réseau, Ouais, parfois même des mises en relation, quoi, ouais, qui te bah t'as permet 100%. d'avoir Ouais. ton premier logo à l'étranger. Et ce premier logo, avec ta méthode répliquée, tu peux le citer en call ou en call d'email ou quoi, qui te permet d'avoir cette autorité-là, ou la preuve Mm. sociale. Est-ce que c'est Ouais. ça aussi, comme ça que ça a fonctionné chez vous, ou T'as pas? 100% raison, ouais, ouais, les US, on l'attaque avec, bah, en effet, notre réseau, le réseau de nos investisseurs. C'est aussi l'intérêt de quand même être VC-backed. Et en plus, on l'est par un fonds US. Donc, il nous fait aussi des intros. Et en effet, ouais, c'est comme ça qu'on Ok. signe un petit peu nos premiers clients US. Et en effet, on y réplique aujourd'hui la méthode qu'on a faite en Europe. Alors, tu disais en utilisant la preuve sociale que oui et non, parce qu'il y a quand même des clients qu'on ne peut pas citer. Donc, Ah ben oui, c'est vrai. J'ai oublié. J'ai oublié. t'avais tout bon jusqu'à l'utilisation de la preuve sociale, Ah, ça, je qui est crois que pas je non pourrais plus jamais bosser dans la systématique. cyber. Je crois que je pourrais jamais. Mais ok, et donc ouais, donc Qui est chaud pas en non plus fait. systématique. Mais sinon, t'as plutôt raison. Euh, et donc donc aujourd'hui, on a 3 EI et 4 BDR sur les US. Donc tu vois, Waouh, c'est quand même pas mal développé aussi. c'est énorme. Ouais. Et donc donc en fait, ouais, on a lancé les US. Enfin, je dis ça, et c'est que pour la partie commerciale, parce que tu vois, on a aussi un solution engineer, un head of US, etc. Donc ouais, il commence à avoir une petite team là aux US. Bah, quand tu me dis que vous êtes plus de 70, ouais, ça m'étonne pas que ça commence qu'il y ait des business units comme on disait à l'ancienne quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc Donc ouais, cette phase 3, c'est le scale en fait. Scale, c'est ouais, qu'est-ce qui caractérise cette phase 3?
Alors, ce qui caractérise cette phase 3, c'est en effet du coup ce lancement aux US et aussi une industrialisation un petit peu plus du marketing. Donc pour l'instant, nous, notre marketing, il est beaucoup basé sur du thought leadership. Donc on a Anna chez nous qui utilise très bien la page Kevlar, celle de Ahmed, notre CEO, pour voilà, parler. Elle a lancé un podcast aussi. Enfin voilà, vraiment ce contenu très top of the funnel, awareness, etc., etc. Alors, quand même, je suis curieux, tu vois, quand on peut rien dire sur rien, Ouais. comment on fait un podcast? Il faudra m'expliquer. Non, on fait un podcast sur l'actualité cyber, sur les sujets qui intéressent, sur qu'est-ce que ça veut dire que de mettre de l'IA dans la cyber, quels en sont les risques, quelles en sont les opportunités, Ok. quels nouveaux champs ça ouvre, avec des gens notamment du terrain, tu vois, des Chief Information Security Officers, etc. Leur vision là-dessus, l'évolution du métier. Non, t'as plein de sujets à aborder. Tu sais, nous, les seuls sujets qu'on aborde assez peu, c'est des sujets commerciaux, hein. Donc, par ça, Ok, ok. Bon, c'était un peu pour chambrer, mais ok, je comprends. Et du coup, il marche encore? C'est quoi? C'est un podcast, ouais, je suppose, du coup, ça en s'appelle anglais? Super Soc en anglais, Ok. dispo sur toutes vos plateformes, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire aussi bien YouTube que Spotify, c'est ça? Ou même pas YouTube? Spotify, Apple Music et compagnie, mais non, enfin, Il n'y a c'est pas de vidéo. filmé, mais si c'est filmé, mais on l'utilise plus pour en faire un peu des shorts, Ok, enfin des shorts vidéo, tu sais, à publier sur LinkedIn, des petits clips, pardon, je attends, connais, je je vois. cherchais. Ok, trop Voilà. bien. Donc la phase 3 est très orientée awareness, US, top of funnel, US US. non, justement, ce que je te disais, c'est que ça existait déjà depuis quelques temps quand même, le podcast et tout. Et là, cette partie 3 elle est plus sur générer du lead avec le marketing. Donc on est rejoint par une field marketing manager qui va s'occuper de toutes nos présences aux events et aux salons. Parce que du coup, tu l'as compris, marché, high touch, etc. Ça passe aussi beaucoup par des événements en personne, etc. Donc on participe à beaucoup de salons et d'events en France, en Allemagne, au UK, aux US. Donc on a beaucoup d'events à organiser, donc c'est pour ça qu'on recrute quelqu'un dédié pour ça. Ok, Euh, attends, juste du coup, désolé, j'ai besoin de cadrer, j'ai besoin vraiment de vas-y, comprendre. Surtout cadre. que, honnêtement, non mais cadrer. En plus, je suis plutôt du genre à décadrer d'habitude, mais en fait, vous avez l'air d'avoir une feuille de route depuis le début qui est au final assez propre et j'ai presque envie de dire, un, comment dire, un peu parfaite, quoi, tu vois. Mais Ah, au final, du coup, autant profiter. Donc tu vas-y. dis qu'il y a cette dimension par le contenu qui est créé aussi en phase 2 pendant que toi, encore une fois, tu cales tes signaux, tu le calibres avec un scoring, on voit. Et en même temps, vous faites de la dimension, ou en tout cas, vous créez du contenu pour Pas du attirer à contenu, vous. mais des trucs Voilà. voilà, que tu fais quand tu commences un peu une activité commerciale, quoi. C'est-à-dire que tu publies tes premières customer stories, Ok. tu essayes de faire des posts LinkedIn un peu de thought leadership. En effet, ce podcast-là, pour pouvoir accéder à des intervenants un petit peu de qualité, mettre notre CEO sur le devant de la scène, etc., etc. Et dans cette phase 3, Tu vois, c'est pas du marketing qui génère du lead. Enfin, ok. ça Ou en tout pourrait, cas, vous le savez pas. Vous le savez oui, pas. voilà, alors tu peux toujours aller regarder qui c'est qui a liké, qui c'est qui a commenté, essayer de reach out et voir Il y a s'il y a zéro. quelque Attends, chose. il y a zéro demande entrante pendant cette phase 2. Il n'y a jamais Si, de si, demande entrante. nous on a toujours eu un petit peu d'inbound, tu vois. Après, c'est pas un truc sous lequel on croule. Je te dis, c'est quand même c'est quand même majoritairement outbound. Euh, mais, euh, mais nous, ce truc-là cherche plutôt à faire connaître Kevlar et tout. C'est, tu vois, les customer stories, etc. C'est pas un truc qui. Enfin, nous, on n'utilise pas ça pour faire remplir du form et créer du lead, quoi. Ok, je comprends. Mais par la nature aussi, encore une fois, quand même. Et ça, cette fois-ci sans chambrer, mais très sérieux, par la nature de votre business aussi. C'est plus compliqué aussi, quand même, j'imagine, de créer du contenu, de créer des Ouais, cas, en tout ouais. cas, ou de les détailler. J'entends bien, je te dis, je commence à. J'ai eu quelques conversations avec toi et j'ai des clients dans la cyber, donc je commence à comprendre la culture de ce secteur. Donc, ok, mais du coup, tu dis que ça génère pas forcément de l'inbound ou pas beaucoup, c'est assez marginal.
Et dans cette phase 3, le C'est, but, enfin, c'est que ça devienne moins marginal et plus un canal, quoi. De vraiment, voilà. que ça génère du lead, quoi. Ouais, on disait ouais, on va générer du lead, on va tester tous ces channels, du LinkedIn Ads, du Google Ads, etc., etc. Ouais. Mais principalement, c'est les salons. Et principalement les salons. Ouais, les salons, c'est génial, c'est génial. En Ok. Et fait, là, vous allez partout dans le les- monde. on va partout dans le monde. Sur le marché européen, Kevlar a quand même une petite renommée, en tout cas, enfin, en tant que acteur un petit peu souverain sur de la cyber, l'IA, etc. Donc sur des gros salons français, on arrive à sécuriser des speaking slots, tu vois, pour se mettre vraiment sur le devant de la scène. Tu gagnes un petit peu des prix. Bon voilà, tu vois, c'est des vanity metrics, mais ça sert, c'est toujours utile quand pas beaucoup de gens te connaissent. Ok. Euh, et donc on fait pas mal d'events, ouais. Et donc là, donc on a l'event avec quelqu'un en interne. Donc là, vraiment, le playbook, il est finalement assez simple, tu vois. Le but du jeu, c'est du coup de récupérer toutes les personnes que tu as rencontrées en amont. Donc, soit tu as un event qui est assez coopératif, et il y a des events et qui te partagent toute la liste des attendees dans une espèce de petite Ouais, je plateforme, sais. etc. Ça, c'est golden. Tu scrapes tout ça, tu fais un enrichissement, tu essayes un petit peu de scorer, tu files ça à tes bidiards, ils bookent des meetings en amont de l'event, tu rencontres ces personnes-là à l'event, c'est génial. Soit Je c'est peux pas. dire ça, on peut le dire quand même aussi à l'auditoire. Ça cartonne, c'est vieux comme le monde, mais ça fonctionne. Moi-même, là, moi pour la rentrée, je vais préparer le même event pour deux boîtes différentes. En plus de ça, le hasard fait que c'est juste à côté de chez moi, c'est One to One de Biarritz. Alors cet event il est particulier parce qu'en plus de ça, en plus de partager la liste des participants aux exposants, ils font remplir aux participants le besoin qu'ils ont. C'est Ah assez bah, c'est incroyable. hyper. C'est comme dans du beurre après aujourd'hui. Enfin, déjà à l'époque, Claude n'existait pas, en tout cas moi je l'utilisais pas. Je faisais des vieilles recherches assez simples, tu vois, des recherches V ou tout simplement enfin bref, j'arrivais à capter par mots-clés. Aujourd'hui, avec Claude, c'est Ouais, trop bien sûr. simple. Tu peux, comme tu dis, scorer, prioriser et arriver avec des messages, mais tellement précis. Généralement, en plus, les apps des événements sont éclatées. Donc, tu peux pas Ouais, enregistrer et fixer ouais. plus de 20 meetings. Donc, tu as aussi le prétexte de dire bah, mon application de rendez-vous est déjà surchargée, mais j'ai vu que vous cherchiez à. C'est trop simple, les messages sont trop courts, ça impacte direct, ça fonctionne, c'est vraiment incroyable. Donc Ouais. évidemment, le pré-event, c'est trop important. Et moi, je me bats aussi souvent. Je me bats pas, mais je pousse aussi mes clients qui parfois sont exposants. On leur refuse de leur partager les listes. Ils payent 10, 20, parfois 40 000 euros un stand sans avoir la liste. Je trouve ça scandaleux. Poussez. Sachez qu'en poussant, ça marche pas toujours, mais en poussant, ça fonctionne d'avoir la liste des participants. C'est juste que soit c'est des flemmards, soit ils ont peur qu'on court-circuite leur système. Ouais. Moi, je leur dis souvent, bon, alors parfois on me dit, mais tu sais, il va y avoir toute la profession, donc je vais pas pousser, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va passer à mon stand. Bon, ok. Quand c'est pas le cas, et quand je dis toute la profession, je sais de quoi je parle aussi. Enfin, j'ai un de mes clients actuels aussi. Je vais les aider à préparer un event qui est pas du tout le one-to-one à Biarritz, mais c'est aussi un event en septembre. Peut-être même au moment où on va sortir l'épisode, je sais pas. Où là, ils ont réellement quasiment toute la profession française qui sera à cet événement. C'est un gros événement. Donc, c'est plus compliqué de demander ça. C'est un métier plutôt dans le légal. Euh, mais pousser absolument pour avoir ces listes. C'est scandaleux quand on peut payer, quand on paye plusieurs dizaines de millions un stand, de pas Évidemment. avoir l'accès aux listes. En tout cas, je pousse parce que ça fonctionne en fait. C'est un signal tellement fort. Il y a des gens, à part quelques huluberlus, ceux qui viennent à l'événement, c'est des gens qui vont prendre de leur temps sur leur temps de travail et ils veulent le convertir en quelque chose qui va leur apporter de la valeur. C'est un signal mais super fort.
à exploiter. Bien Ils sûr. payent aussi généralement Ils payent. leur ticket d'entrée. Donc, Ouais, ouais. ils veulent aussi optimiser et qu'il y ait un ROI sur ce paiement de ticket. Donc, ouais, l'exploitation des événements, enfin, elle est à faire, elle est prioritaire, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Et oui, oui, il y a les visiteurs payent et tout. Nous, il y a un gros event aux US auquel on va chaque année. Je crois que si t'es visiteur seul, tu payes quand même 2000 balles ou un truc comme ça. Enfin, Mais oui, c'est ouf, c'est ouf. donc oui, tu as des gens qualifiés qui passent par là. Donc à ne pas négliger. Donc du coup, cette partie pré-event. Bon, pendant l'event, moi c'est un peu moins mon job. Voilà, il s'agit de faire un joli booth, avoir des activités, d'activation, etc. Plutôt bien faites, une jolie vidéo, des kakémonos, machin. Moins mon taf. Alors Euh, désolé, là aussi, ça devient presque mon expertise, je vais en créer un produit, mais là aussi, Vas-y. quand même, c'est assez important, la manière de qualifier les leads et de bien retranscrire ça dans une database pour Ouais, qu'ensuite, on puisse y avoir un post-event ouais, et qu'on puisse avoir des variables, au même titre que je disais qu'on pouvait avoir des variables et de la personnalisation pré-event pour avoir des messages impactants, avoir ces mêmes variables, pardon, pas ces mêmes variables, mais d'autres variables, mais utilisables de la même manière en post-event, euh, c'est ultra important pour, ouais, ben, encore une fois, impacter et faire un follow-up et vraiment générer une opportunité quoi, qui rentre dans le pipe. Quoi. Donc, tout à fait. moi, je pense qu'il y a tout un playbook, au même titre qu'il y a un playbook pour de la mise en relation, je pense qu'il y a tout un playbook à avoir pour de l'event. Quoi. Ouais, bah nous, tu vois, c'est ce qu'on demande à nos sales. Donc, du coup, c'est sur chaque interaction, c'est note avec la personne, euh, euh, scorer un petit peu à quel point il est chaud. Donc, tu vois, on a nos hot leads, c'est vraiment des gens qui ont envie d'avoir plus de discussions avec Kevlar. Des trucs warm, c'est ils ont demandé un petit peu plus d'informations. Cold, c'est juste qu'ils sont passés sur le stand ou qui ont assisté une de nos conférences. Cette petite note vraiment écrite manuellement, etc. Euh, Quelqu'un responsable du follow-up. En post-event, là aussi, bah, du coup, on va créer un signal supplémentaire donc via notre custom object auquel on va rattacher bien sûr tous les contacts de l'event. Donc au moins on les a tous au même endroit. Et là, pareil, ça va être création de leads dans la même interface que tous les autres leads qui viennent du marketing ou quoi. Euh, pour nos BDR, des SLA assez clairs sur voilà, les hot, c'est dans la journée, les warm, t'as peut-être 24 heures de plus et les cold une semaine. Juste si Donc ça, tu peux préciser, même si avec l'explication que tu viens de faire, ça semble clair, mais qu'est-ce que tu sous-entends par SLA? C'est le temps de réaction. ouais, C'est voilà, bien ouais. ça? C'est service level agreement, c'est un peu ces trucs qu'on met dans les contrats sur combien de t'as de temps pour répondre à tel ou tel type d'alerte, un petit peu. Alors généralement, c'est plutôt moi qui ai même bossé dans d'autres secteurs. Généralement, le SLA, c'est plus par rapport à un service. Là, Ouais, vous l'appliquez aux sales, quoi. nous on l'applique aux sales, ouais, tu vois, un C'est truc où dingue. J'avais en jamais entendu fonction ça. en fonction ouais, à quel point le lead il est chaud, tu as plus ou moins de temps pour faire ton premier reach out sur la personne. Et c'est J'adore. un truc qu'on applique notamment ouais, sur les events. Donc Trop bien. il y a ça, et bon, après voilà, reporting assez classique, contacté, pas encore contacté, justement, ce qui nous permet un petit peu d'avoir cette info-là. Euh, et là aussi, là, ce que je tends le plus à faire, c'est parce que tu vois, il y a un peu tout ce process de j'importe dans les leads d'un HubSpot, je les link à ça, etc., etc. Alors là, ce que j'essaye de faire, c'est d'en faire vraiment tout un skill cloud assez riche, etc. Et au moins maintenant, genre juste, je lui donne la liste et je lui dis voilà, fais le taf du post-event, s'il te plaît. Trop bien. Et ça, c'est Magnifique. super. Et ça, c'est super. Eh bien, si tu veux nous le filer, ce skill cloud, n'hésite pas. Ok. Ce markdown, j'en sais rien. Le N'hésite pas. problème, c'est que c'est toujours pareil dans les skills. Enfin, ils sont valables sur une. Non, ils sont valables sur une boîte et sur Oui, oui, je sais ton bien, je sais bien. architecture. Donc, ta architecture et ta data, les outils que tu utilises, etc. Mais si c'était autant réplicable avec plaisir.
Mais Je pense donc que dans un ça, futur assez proche, j'en partagerai pas mal en tout cas. Je pense. Ça va cool. être, je pense que beaucoup de monde va en partager dans pas mal de temps. Ça va Cool. être je pense que d'ici quelques jours, je pense même pas en semaine, d'ici quelques jours, ça l'est déjà en réalité d'ailleurs. On le voit déjà, mais ça s'est pas généralisé. Je pense que ça va se généraliser dans les prochains jours là, d'ici la rentrée. Tout le monde va partager des skills à utiliser direct, prêt à l'emploi. Ça va être le lead magnet qui va foisonner et qui va être abusé, Ouais. je pense, dans les prochains jours. Bah ouais. Et en même temps, donc du coup, je te dis donc arrivée du marketing ouais, avec ça, plus LinkedIn Ads, Google Ads. Donc là, on bosse en fait avec des agences. Euh, alors, ce dont on se rend assez vite compte, c'est que le Google Ads, finalement, c'est nous, notre outil, il est quand même assez, avec d'autres, hein, mais un peu catégorie maker, etc. Donc, c'est pas un truc que beaucoup de gens recherchent. Tu as quand même un volume de recherche qui est assez faible. Donc, on s'était dit, bah, quitte à ce qu'il soit faible, autant essayer de le capter parce qu'il doit quand même sûrement quand même être assez qualifié. Bon, je sais pas, soit on l'a mal fait, soit ce que je pense c'est que il y a quand même pas assez de volume pour vraiment bien l'utiliser. Donc on l'a plutôt abandonné. Euh, Pareil un petit peu aussi on avait pensé peut-être potentiellement faire tu sais, du GEO, donc c'est ce référencement Ouais, je vois. un petit peu pour ChatGPT et compagnie. Donc ça c'est déjà tu peux le faire in-house, c'est pas non plus très très compliqué. ChatGPT a tendance à favoriser les articles qui donnent une réponse immédiate à la question, classe dans notre cas les outils les uns par rapport aux autres. Enfin tu vois des trucs où globalement tu as des réponses aux questions que les gens se posent. Donc tu génères un petit peu là ces articles là. Un petit peu à la chaîne, tu essaies d'en avoir plein, tu n'es même pas obligé de les indexer sur ton site web. Euh, et enfin, je veux dire, c'est-à-dire indexer, c'est-à-dire pas forcément Et vous avez des trouvable. résultats, ça? Et tu peux avoir des résultats. Mais même les gens sont surpris. Tu trouveras toujours des gens pour dire, c'est la première fois que j'ai vu pop-up source ChatGPT ou l'UTM en question de HubSpot. Je savais même pas. Et finalement, des fois, les outils ressortent. Dingue. Donc, Faudra que j'essaie de mais, faire un mais par épisode contre, il sur faut ça. rester conscient que je crois que l'ordre de grandeur, c'est qu'à peu près ce qui passe par donc du coup, c'est enfin, le chatbot comme ça, enfin, c'est 20% du volume Google. Donc tu vois, ça te permet un petit peu d'avoir tes trucs. Ah ok, bah, sur tel mot-clé, je vois qu'il y a 1000, je vois qu'il y a 1000 recherches par mois. Bon, bah tu sais que via ChatGPT, on est plus sur du 200 quoi. Donc tu vois, tu te dis, ah, Mais c'est quand ça même commence. énorme. C'est disons qu'en fait, ChatGPT, les gens vraiment ils parlent. Donc tu vois, s'ils sont en mode genre, quel est le meilleur AI SOC analyst et que du coup la réponse est bam, c'est Kevlar AI. Bon, c'est sûr que ça peut être bien. Mais bon, toujours est-il que faut mettre en place cette machine, etc. C'est pas quelque chose qu'on a forcément priorisé faute de résultats. LinkedIn, on avait des résultats assez probants en termes de leads, de nombre de leads, même de qualité des leads. Donc ça, c'était quand même plutôt chouette. Mais finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que même ces leads, tu vois, qui téléchargent un petit peu c'est nos gated content, tu vois, mais encore une fois, on n'en a pas non plus 1000, hein, des customer stories, etc. Comme on a pu le dire plusieurs fois, c'est quand même un petit peu compliqué à générer. Et dans notre secteur. Et donc du coup, on s'est dit, bon, bah, laissons tomber cette approche lead qui va quand même être trop longue, etc. Sur nos audiences, on avait des taux de pénétration qui étaient quand même un petit peu, potentiellement un peu faiblards, etc. Et on s'est dit, maximisons le awareness. On sait que de toute façon, notre play, il est majoritairement outbound, c'est là où on est bon, via du calling, etc. Donc ce qu'on va faire, et c'est ce qui nous fait un peu rentrer dans la phase 4, c'est mettre un peu en place cette ABM et se dire, bon ben voilà, sur cette liste de comptes-là, ce qu'on veut maximiser, c'est non pas de générer des leads, créer des formes, etc. C'est créer un petit peu ce qu'on va appeler un petit peu de l'engagement, c'est-à-dire du clic, de la lecture. On va enlever toutes les portes de nos contenus, c'est maintenant venez les visiter, etc., etc. Pour essayer de maximiser ton taux de pénétration au sein de cette audience et récupérer un petit peu la data sur combien de fois nos ads, notre site web a été vu, cliqué, etc., etc.
Et une fois que ça va passer un certain niveau, un certain seuil, ça va être envoyé au BDR. Je t'ai fait une petite slide là-dessus. Dingue, je pensais qu'il y avait plus de slides et que t'avais qu'une seule slide. Non, non, je t'ai Mais dit, trop bien. j'en ai juste une autre après. Mais donc voilà, enfin, vraiment un petit peu notre truc de cette phase 4 et ce vers quoi on rentre, etc. C'est ce truc un petit peu ABM. Donc en fait, où on va avoir via nos ads, donc ça génère de l'engagement, du clic, de l'impression. Nous utilisons un outil qui s'appelle Zen ABM. Bon, tu pourras en utiliser d'autres, il y a Fibbler, etc. qui permet juste en fait de sync entre ton audience et HubSpot toute la data. Donc tu récupères, je crois, tous les 7 jours en fait, le nombre de clics, d'engagement, machin, sur les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, les 90 derniers jours. Tout ça, on va venir le storer en fait dans des custom objects et on en fait aussi des custom events. Ça te permet d'utiliser l'outil scoring de HubSpot. Pareil, via Clay, maintenant on récupère aussi des job postings un petit peu supplémentaires, plus des website visits. Donc c'est des anonymizers d'IP de Clay. Tout ça va être computé dans un scoring. Et si tu es au-dessus, si tu arrives à être au-dessus de. Du coup, on parlait tout à l'heure de ce fit score et de ce engagement score. Alors, déjà, forcément, il faut que tu sois dans le fit score. Et si tu arrives à un certain seuil de l'engagement score, un lead au niveau de la compagnie est créé. Pipecorn va me remonter tous les personas intéressants et les enrichir. Et après, c'est routé au bon bidard. Et nous, c'est par région, mais voilà. Propre. Et ça, c'est pour tout le monde, toute région. Tout le monde, toute région. Ouais, tout à fait. Donc c'est un petit Magnifique. peu, voilà. Et là, j'ai envie de dire, donc ça, c'est un petit peu, voilà, la première brique de notre IBM. Et en effet, ce vers quoi il faut tendre, c'est cette personnalisation vraiment one-one, ce nombre de comptes vraiment très restreint, où tu vas avoir des landing pages vraiment dédiés, des ads vraiment dédiés, etc., etc. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez contacter UserLed pour... Ouais, mais tu sais qui m'a contacté, Vincent, en plus, la semaine dernière, je crois. Dingue. Ça devait devenir un petit monde, ce podcast. J'adore ça. Bien sûr. Parce que je sais là, que tout le En monde... plus, j'ai écouté, c'est quoi? C'est Quentin qui partageait de Hyperlane qui partageait cette liste un peu de dead accounts que tu peux utiliser pour en gros être compliant avec les limites de LinkedIn en termes de taille de l'audience et quand même faire de l'ad personnalisé. Ouais, Je sais pas si on mais a parlé pendant le podcast, mais il je a fait pense pas. En vrai, je pense pas. non, mais c'est de l'information publique, il en a fait un post LinkedIn. Ouais, ok, voilà. Plutôt. Je pense pas qu'il en ait parlé pendant l'épisode, Ok, je m'en souviendrai. je ne trahis Ou aucun je sais pas, secret. à Je sais force. qu'il en a je- fait un post LinkedIn, donc je ne Mais je trahis me aucun souviens pas secret. l'avoir mis dans le playbook en tout cas. Ok, Mais trop bien. Mais il a tout le temps de voilà. bonnes idées. Trop bien. En tout cas, oui, J'ai un peu je ma vois en tout cas slide, je sais pas si c'est ma slide finale, mais en gros, donc tu vois tout ce dont on vient de se parler, etc. Donc les différents signaux, third party, la BM, etc., etc. Nos content download, nos demo requests et tout. En fait, tout va venir se mettre dans cette espèce d'interface lead sur HubSpot. Putain, il y a des un lignes, pipe quoi. une espèce de pipe. Putain, il y a des trucs que j'ai oublié de blur, c'est pas grave. Et tu me Bon, diras, regardez pas, on va le blur. on va le blur nous-mêmes. Putain, je suis nul. Bref. Et en fait, le but du jeu, c'est que ces signaux en fait s'additionnent. Comme ici, tu peux le voir, website visit plus LinkedIn interactions, etc. Et qu'en fait, ça, ça, que tout ce système opère comme un fournisseur de contexte pour les BDR et les AIs. C'est ça Donc, la finalité de toute la façon. C'est ça finalité, le. c'est de fournir du contexte. C'est de dire, ah ben regarde, là, tu peux aller voir sur ce compte-là. On les a vus à l'event en août dernier et en décembre dernier. Entre-temps, tu peux voir qu'ils sont allés 3 fois regarder nos ads, ils sont allés une fois sur le site web, etc. Ils recrutent, ils machin. Et ça, c'est tout en fait ta mine d'or d'informations C'est du pour caviar avoir pour les sales. pour avoir l'outreach le plus personnalisé possible. Et je pense que voilà, c'est vers ça, et c'est peut-être de ça dont on va nourrir nos personnalisations de landing page et d'ads one-one quand on fera du vrai de vrai IBM, j'ai envie de dire. Et voilà, on est notre taf en fait en tant que GTM et engineer, en tout cas sur
un playbook tel que le nôtre, où moi, tu vois, je suis pas ce GTM engineer qui envoie des floppés de campagne par semaine, qui modifie la copie jusqu'à arriver au mot près, qui optimise la conversion, etc. Nous, c'est un play voilà, qui est fait via du call, via des gens, quoi, enfin, BDR, etc. Moi, mon taf, c'est vraiment d'être fournisseur de contexte et du meilleur contexte possible. Alors ça, je le dirai dans l'intro, tu vois, j'espère. En tout cas, je le dis pour que ça soit dans le transcript et que ce transcript que je vais balancer dans Claude qui m'aide à faire Ok. des intros, je le dis qu'il faut absolument parce que je pense que et c'est ça que ça doit revenir d'ailleurs plusieurs fois quand je vais communiquer sur l'épisode, un fournisseur de contexte, en tout cas de donner les meilleures infos possibles pour que tes bidiards ils aillent stalker au maximum. Mm. Mais je pense que ce qui est important quand même de retenir, c'est que tu ne peux pas arriver direct à ce résultat-là, même si aujourd'hui ça va beaucoup plus vite grâce à tous les outils qu'on a. Je pense que ça va au-delà des outils. Et vous avez appris beaucoup sur la route, sur ce chemin-là, par les phases 1, 2 et 3, pour en arriver à cette première brique. Et en plus de ça, je pense qu'on est au début de cette brique IBM pour avoir Ouais. fait quelques projets et surtout eu la chance d'en discuter dans d'autres épisodes sur l'IBM. Donc, l'idée, c'est, par contre, quand tu dis donner un maximum d'infos pour que le sales fasse un meilleur outreach possible, c'est encore une fois, c'est qu'il le fasse au téléphone, ça. Il va jamais. En fait, vous déclenchez pas de campagne, il n'y a pas de campagne de warm ou que eux-mêmes Si, peuvent si, déclencher ou que toi tu déclenches. si, il y a des campagnes que eux, ils peuvent déclencher, mais bon, je n'ai pas d'exemple là sous la main, mais tu vois, une campagne chez nous, c'est un email, 3 calls, un message LinkedIn, 3 calls, enfin, tu vois, D'accord, je c'est, vois. Je elles vois. sont call intensive, nos séquences. Ok. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quand même. Enfin, il y a un côté. Enfin, moi, je vois beaucoup de boîtes. Et même des plus connus, je vais pas teaser, je vais pas donner de nom, mais là je discutais avec une très grosse boîte, très connue en tout cas dans l'IA en ce moment, qui se développe et je vois comment sont structurées les boîtes en tout cas. Je suis un peu lent parce que j'essaie de choisir mes mots, mais il y a des espèces de maintenant de full stack sales, ou en tout cas on les appelle GTM, mais en fait c'est pas du tout GTM comme nous on l'entend comme GTM engineer, mais c'est des Ouais, GTM sales en fait ouais, qui ont justement toute cette info sur un nombre de comptes réduit. On leur dit, tu as tant de comptes, 100, 50, entre 50 et 100. Il faut que tu en cloques un maximum jusqu'à la fin de l'année. On leur donne un maximum d'infos et c'est eux qui ensuite se gèrent leur campagne, tu vois, que ce soit l'outreach en fait sur tous les aspects, email, LinkedIn, téléphone. Et c'est assez intéressant au final. Si tu leur donnes un maximum de billes au début, eux ils savent faire leur métier, ils se débrouillent et en fait ils sont pas là simplement pour qualifier en fait des infos, mais en tout cas des opportunités, mais plutôt se les générer par les infos qu'on leur a données. Donc toi en tout cas, ouais. j'ai l'impression que vous allez dans cette tendance-là Mais surtout, tu serais où surpris les que BDR ont vachement de liberté au final. ouais, les billards ont vachement de liberté et moi je suis aussi très agréablement surpris où tu vois il faut pas imaginer que les sales, que les billards c'est des call centers, nous ça n'a jamais été le cas chez nous et que c'est des gens froids qui veulent juste booker des meetings. Moi je les ai vus développer des skills cloud de fou, faire des trucs sur Lovable où ils ont leur espèce de petits trucs personnalisés qui les coachent, etc. etc. Enfin, genre même eux-mêmes ont pris en main tous ces outils-là et arrivent on top justement à faire des trucs de fou. Et je pense que aussi notre taf de GTM Engineer, c'est d'aller un peu observer ce qui se fait de manière un peu isolée dans les équipes, repérer des bonnes pratiques, y ajouter notre touche de architecture, penser un système un peu plus global et essayer de les déployer euh, au sein de toutes les équipes pour que ces trucs-là soient assez partagés. Parce qu'il y a d'excellentes initiatives prises par les sales et les BDR sur tous ces outils. Faut pas les oublier, ça reste des attaquants. Et c'est Ouais, que ce ouais. que tu viens de dire, ça se répète beaucoup dans plusieurs épisodes. Tu me fais penser, bien évidemment, on en parle tout le temps, j'en parle souvent, l'épisode de Quentin avec Hyperline, mais l'épisode qui cartonne le plus aussi sur la chaîne YouTube de Paul de chez Usain qui disait qu'il passait, il se faisait des weekly avec tous les sales. Alors maintenant, à mon avis, il ne le fait plus parce qu'il y a beaucoup de sales, mais il doit faire souvent, à mon avis, des reviews avec eux, ou en tout cas de la collecte de feedback, parce que
c'est le terrain, c'est là. En tout cas, plus le GTM Engineer il sera isolé, plus ses techniques et ses méthodes seront isolées et fonctionneront pas. Donc Bien sûr. ça revient, c'est assez récurrent, quelles que soient les méthodes dans toutes les boîtes. Il y a ce côté relation growth sales ou GTM Engineer sales qui est fondamental et je le vois, en tout cas je l'apprends moi encore plus à chaque épisode. Donc ouais, je te confirme. En tout cas, c'est une belle machine et du coup c'est même si on va finir par là, mais toi je sais que tu t'en vas de chez Kevlar. Ouais. Mais c'est quoi, du coup, la suite? Là, le but, c'est quoi? C'est, comme tu disais, c'est dans la slide d'avant, tu montrais, on est sur les prémices un peu de l'IBM, mais est-ce que tu es au courant de la roadmap à suivre? Et c'est quoi les prochaines étapes? Ce serait quoi la phase 5 ou le développement de la phase 4? C'est quoi? Je pense que c'est vraiment agir là-dessus, monitorer vraiment constamment ce taux de pénétration qu'on a sur notre TAM, faire en sorte que ces audiences-là, tu vois, nos audiences notamment sur de l'Ads, LinkedIn, elles évoluent en fait constamment, basées sur non seulement le scoring, mais également si on les a contactées ou non, tu vois, de sorte à ce qu'en fait elles se renouvellent un petit peu pour augmenter le taux de pénétration sur l'ensemble du TAM. Arriver à ce niveau, en effet, de personnalisation one-one, répliquer un peu tous les succès qu'on a connus en Europe aux US. Et voilà, et ça passera, j'imagine aussi par encore une levée de fonds. Enfin, pour le coup, j'ai zéro info là-dessus, mais voilà, j'imagine que ça sera sur le chemin également. Ouais. Écoute, trop bien, c'était ultra dense. Je vois que l'épisode a duré un peu, mais c'est cool. Ça prouve On a combien on a de temps là? Je me rends pas compte. Là, ça fait, je sais pas, 1h44, mais à mon avis, au montage, ça fera moins. Ça fera une petite heure et demie, je pense, ou une grosse heure et demie. Mais merci en tout cas pour tout le partage. Bah écoute, avec grand Comme plaisir. d'hab, il y aura à mon avis aussi dans le montage des infos qui diront que on peut venir me demander en DM sur LinkedIn le playbook de l'épisode, de toutes tes phases. Je pense que je vais bien le publier aussi sur LinkedIn. Je pense que je mettrai aussi le lien de ton profil LinkedIn. Écoute, merci pour tout, c'était ultra clair. Je pense que c'est le premier épisode où au final, ce que j'aime bien, moi, ce que je retiens en tout cas de cet épisode, c'est que tu as abordé beaucoup de choses en fait très simples. Souvent peut-être que, on va dire, dans le fond et dans l'intention, il n'y a peut-être pas beaucoup de choses qu'on a apprises de nouveau. Mais moi, ce que je comprends, c'est que déjà, c'est la première fois, en tout cas moi, dans un épisode que on voit vraiment le début, et je dirais pas la fin, mais là, on sent vraiment que vous Ouais, êtes en ouais. phase de scale. Et ce que je retiens, c'est comment le faire bien à chaque fois et comment chaque phase a nourri celle d'après. Et comment Non, mais c'est ça, ça. je En fait, pense il y a qu'il y une a, feuille de route qui a été respectée, qui est assez propre, en fait. Et il y a peu de boîtes qui y arrivent. Donc, c'est assez beau à voir tout mais en fait, je pense qu'il faut ce pas non plus, développement, tu vois, cette genre étape. être trop rocket science, etc. Essayer de vouloir faire des trucs absolument compliqués. Enfin, voilà, finalement, nous, notre travail, c'est assez simple, c'est trouver, genre, la personne qui travaille dans la bonne boîte et la contacter au bon moment avec le bon message. Tu vois, t'as quatre trucs. Je crois que c'est ma C'est, cover sur LinkedIn. Je crois que c'est ça. bon, ben voilà, tu vois, franchement, c'est pas. Donc, tu vois, c'est globalement TAM plus les signaux, voilà, et après les bons messages. Soit c'est toi qui les fais en fonction de la posture que tu as dans la boîte, soit c'est tes BDR ou les AI, mais Mais honnêtement, globalement, tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'y arrive pas. Moi-même, j'ai bloqué sur des projets. Alors moi, j'ai moins le temps. Généralement, on me ouais, donne moins de temps vu que je suis externe pour y ouais. arriver. Mais il n'y avait aucune critique. Au contraire, c'était Non, non, assez il y a pas du admiratif tout de aucune voir comment critique. tu as Et déployé. justement, même, je dirais, tu vois, aux gens qui sont dans ce métier, ou qui débutent, ou qui ont l'impression que c'est une montagne et tout. Moi, il y a eu plein de fois où tu vois, t'es sur LinkedIn, tu scrolles un petit peu, et tu dis, t'as un FOMO de fou. Tu vois que Mais des gens oui. qui te disent, et moi, regarde, 800 000 meetings bookés dans la dernière demi-heure grâce à tel skill. Tiens, si tu n'utilises pas tel outil, t'es vraiment 10 ans en arrière, machin, t'as rien compris, etc. Au début, putain, je réagissais un peu à tout, t'es là, tu regardes les outils, les machins. Bah, au final, t'as pas besoin de grand-chose, reste dans le truc, ce qui marche bien. Chaque boîte a sa spécificité, ses contraintes, et voilà. Bon, ben écoutez, si vous voulez vous faire coacher ou en tout cas
récolter la bonne énergie de Thomas, n'hésitez pas. En tout cas, merci. T'as bien expliqué, c'est ultra clair. Je pense que ce playbook, il va être réutilisé, il va être bien demandé. Et je te remercie encore une fois. Et peut-être qu'on fera un nouvel épisode avec la nouvelle boîte ou le nouveau projet dans lequel tu vas t'inscrire. Peut-être, avec plaisir. Bon, merci Thomas. À bientôt. Ciao Iker. Bon, mais j'espère que l'épisode t'a plu et surtout que ça t'a donné des idées actionnables pour tes projets. Comme promis, j'ai 2 choses à te partager. Si tu me suis sur LinkedIn, j'ai dû publier un playbook sur la méthode ABM de l'Emlist. Et si tu le trouves pas, demande-moi en DM. Comme tu l'as compris, ce podcast est financé et hébergé par la chaîne YouTube de Pronto. Pronto, c'est un outil qui te permet de capter des signaux très forts sans machine complexe et en plus d'enrichir en email et en téléphone. Concrètement, tu peux traquer les prises de poste de tes personas. Tu peux également traquer les entreprises qui recrutent tes personas. Tu peux également traquer les followers de tes concurrents ou d'entreprises connexes dans ton marché. L'avantage que tu auras par rapport aux autres, c'est que tu arrives au bon moment, au moment de la prise de décision, soit du budget, soit du recrutement. Le dernier gros plus, c'est l'enrichissement. Pronto agrège plus de 100 sources pour trouver les mails et surtout les téléphones. C'est pour ça que je collabore avec Pronto pour te setup pour toi ces campagnes signaux par signaux et la première livraison se fait en moins de 5 jours. Si cette offre t'intéresse, tu as un lien pour y accéder sous la vidéo ou tout simplement tu viens me DM sur LinkedIn. Et dans tous les cas, on se retrouve pour le prochain épisode de GTM Mon Amour.